très heureuse de vous retrouver toutes et tous pour ce sixième webinaire, webinaire qui se fait donc dans le cadre d'un CDR, d'un projet de recherche sur la muséalisation de l'art public, sur les collections d'art public, sur les musées en plein air, les parcs de sculpture. On a déjà parlé précédemment, en partie, des parcs de sculpture, mais pas spécifiquement sur les jardins de sculpture. Donc, c'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui Louis Guévart, qui va donc commencer, mais avant tout présenter mes deux invités. Donc Louis Guévart est, vous le voyez à l'écran, docteur en histoire de l'art, critique d'art, et donc reconnu par l'Association internationale des critiques d'art en France, mais aussi forcément à l'international. Il a consacré sa thèse de doctorat à ce thème des jardins de sculpture. Sa thèse est intitulée La sculpture et la terre, histoire artistique et sociale du jardin de sculpture en Europe, 1901-1968. C'est une thèse que j'ai eu l'occasion de consulter et qui est tout à fait remarquable. Donc je suis vraiment ravie que Louis ait d'abord pris contact avec moi et puis qu'il ait accepté ensuite cette invitation à participer à ce webinaire. On va donc parler de jardin de sculpture, mais on va parler aussi, on pourrait dire que c'est complètement changé de registre, mais on est encore dans la typologie des collections d'art public. On va parler d'art dans le métro. Et c'est Laure Garel qui me fait le plaisir, l'honneur d'avoir accepté cette invitation. Laure Garel, qui est coordinatrice générale des commandes artistiques pour la Société des grands projets et qui nous parlera du Grand Paris Express et donc du fonctionnement de ces commandes artistiques, de ces commandes publiques. Donc on va commencer par lui pour une demi-heure d'exposé, après quoi le public, l'assemblée online pourra poser ces questions et puis nous aurons le plaisir d'écouter Laure Garel. Louis, je te cède la parole. Merci beaucoup, Julie, et merci encore pour ton invitation. Je suis très heureux de participer à ce webinaire et de donner quelques échos à un travail effectué il y a quelques années déjà, il y a 9 ans, enfin, qui a été soutenu il y a 9 ans. Et alors, ce que je voulais préciser, oui, justement, c'est vrai que nous sommes là dans un webinaire. Alors, je n'ai pas vraiment conçu ma communication comme la participation à un colloque. Alors, bon, il y aura le diaporama, il y a un diaporama structuré, mais en revanche, c'est assez. Je vais exposer des réflexions et ce qui pourrait sembler désagréable dans un travail de recherche, c'est que je vais vous présenter quelque part ce qui a été fait, puisque je vais essentiellement présenter ce qui avait été fait dans le cadre de ma thèse, mais que je me réjouis de partager. Mais ça n'empêchera pas d'y trouver des perspectives par la discussion. Et donc, j'ai voulu me concentrer vraiment sur cette idée du répertoire et même du répertoire historique des jardins de sculpture, qui était la source de mon travail. C'était la base de mon corpus. Je voulais expliquer un peu comment je m'y étais pris pour mettre en place ce répertoire. Quels sont aujourd'hui, quand je regarde peut-être les limites que j'y trouve. Et j'ai aussi envie, à partir de là, de réfléchir sur des questions de typologie pour évoquer la complexité de cet objet. C'est une complexité que j'essaierai d'expliquer le plus simplement possible. Et je parlerai aussi du travail sur les expositions temporaires. Donc, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet parce que 30 minutes sont très vite passées. Alors, donc, l'objet de ma thèse, c'était justement d'aborder cette question pas seulement de l'art public, mais de l'art en plein air, parce qu'on va voir que certains lieux n'étaient pas publics ou ne sont pas publics ou à destination du public. Ils peuvent être ouverts à différents degrés. Et donc,
Et donc, je voulais aborder cela. Et donc, pour commencer, quand j'ai voulu m'intéresser à ce sujet, parce que c'était une question qui m'intéressait particulièrement, ce lien entre la sculpture et le jardin, eh bien, il fallait bien sûr établir un répertoire, un inventaire des différents jardins de sculpture qui existaient. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, d'abord, il y avait des répertoires existants qui m'avaient été utiles à différents degrés, encore une fois. Et là, je donne vraiment ce sont quelques extraits hein, de la bibliographie. L'idée ici n'est pas d'être exhaustif dans mon partage, mais par exemple, il y avait des exemples assez précoce, en fait, comment dire, pour faire une sorte d'histoire de ces jardins de sculpture avec des répertoires. Je pense notamment à l'ouvrage de Sidney Lawrence et George Foy, qui était comment dire, qui est un ouvrage assez, je ne vais pas dire confidentiel, mais qui est assez difficile à trouver dans nos contrées et qui était à destination plutôt du grand public, qui n'avait aucune prétention scientifique, mais qui avait le mérite de rassembler un grand nombre de lieux dans une grande variété, à la fois des musées, à la fois des jardins publics, à la fois aussi des exemples, une majorité d'exemples de sites, qu'ils soient en Amérique ou en Europe ou même au Japon, une majorité de sites qui étaient, comment dire, je, je, euh, une majorité donc de sites qui étaient contemporains, voilà, qui dataient du XXe siècle, hein, parce qu'il y a vraiment eu un mouvement pour exposer la sculpture en plein air à partir du XXe siècle, mais qui avait le mérite aussi de remonter un peu plus loin et même voir beaucoup plus loin avec des exemples issus de l'Antiquité, de la période moderne. Mais bon, ce n'était pas tout à fait suffisant pour l'objet de mon propos, et donc je m'étais penché sur d'autres ouvrages, notamment celui de Colette Garot et celui de Jimena Blasquez Abascal, donc des guides en fait pour trouver de l'art en plein air. Mais là, le problème, c'est qu'ils se consacraient surtout à la deuxième partie du XXe siècle et même au début du XXIe. Et donc, c'est des études tout à fait intéressantes. Mais le plus ancien parc qui était cité, c'était le Middelheim à Anvers, et c'était plutôt en contre-exemple qu'il était indiqué sur un peu ce qu'il ne faut pas faire. Et bref, moi, je voulais plutôt justement revenir en arrière, faire une forme pas une archéologie, mais une proto-histoire du jardin de sculpture remontée avant et le moment où vraiment ce type de lieu va se répandre à partir des années 70, hein, j'ai envie de dire. Et donc, c'est pour ça que mon propos s'arrêtait en 68, ça aurait pu être 71, mais ça, je ne vais pas entrer dans les détails pour le moment, on pourra y revenir dans la discussion, mais voilà. Donc voilà, des livres. Ensuite, il y avait des répertoires existants qui étaient un peu plus, comment dire, qui visaient à davantage d'exhaustivité. Le plus ancien que j'ai répertorié, c'est celui de l'ISC, le Sculpture Park and Gardens Directory, qui avait été présenté dans un article de la revue Sculpture en 1987, avec une tentative de typologie, mais qui était taillée sur mesure vraiment pour les exemples américains. Et les choix étaient peut-être trop critiques, fondés beaucoup sur des critères d'intérêt esthétique, artistique. Et moi, je voulais pas vraiment m'appuyer sur ce type de critères. J'avais encore en tête l'utopie de l'exhaustivité. Et ensuite, bon, d'autres exemples hein, que là j'ai présentés. Alors là, on ne voit pas la dernière ligne. Là, vous voyez, il y a un site britannique, un autre répertoire qui est britannique. Et en dessous, le site Welt der Form, c'est un site allemand qui répertorie avec et cartographie des sites avec de la sculpture en plein air, ainsi que des parcs et des jardins de sculpture qui sont différenciés. C'est assez intéressant, mais encore une fois, ben, chaque sphère géographique va privilégier
son propre cas. Vous m'entendez toujours? Oui? Parfaitement, D'accord, parfaitement. oui, comme je vois seulement mon diaporama, c'est pour ça, je m'inquiète toujours un peu, mais donc voilà, Oui, je je me ne mets un petit m'inquiète peu plus. voilà, en vue, comme ça tu vois que tu n'es pas seul. Voilà. On est Alors, bien là. donc voilà, quelques exemples sans exhaustivité. Et alors ensuite, il avait fallu. Oui, pardon? Il y a une question? Non? D'accord. Je poursuis. Donc, c'était insuffisant de rester uniquement sur des répertoires existants spécialisés sur ma discipline. Alors, là, je vais passer un peu plus vite, mais j'avais élargi aussi à d'autres sortes de répertoires, qu'ils soient livresques ou qu'ils soient, comment dire, web, on ne dit pas webesque, mais qu'ils soient numériques, voilà, ce sera plus correct. Et donc, il y avait les guides des musées de France, les guides des musées du monde et les répertoires des parcs et jardins. J'avais consulté le répertoire des parcs et jardins de Wallonie, hein, c'est ce qui vous intéressera particulièrement ici, mais il y a toute une série d'autres. D'ailleurs, c'est le mauvais lien pour la deuxième ligne, vous voyez. Mais il y a toute une série d'autres bases, hein, d'autres sources qui étaient intéressantes. Et ensuite, il faut bien le dire, comme c'est un répertoire historique, la limite de tous les guides que je regardais, qu'il s'agisse de guides de musées ou de jardins, c'est que ça concernait des lieux alors accessibles au public et en plus existants au moment de la publication des guides. Et donc, eh bien, c'est aussi le dépouillement de la presse artistique. C'est aussi ce qu'on pourrait appeler le hasard des recherches, hein, la découverte de photographies dans des archives, certaines photographies dans des catalogues d'expositions d'époque qui permettaient de découvrir l'existence d'autres sites. Et donc, au final, tout cela m'avait fait aboutir, Julie, vous l'avez peut-être consulté, à une tentative de répertoire historique des jardins de sculpture en Europe de 1901 à 1968. Mais finalement, ce que je dois préciser, c'est que l'exercice d'une thèse restant académique et restant aussi un exercice individuel, finalement, je m'étais resserré sur une partie, on va dire, élargie de l'Europe du Nord-Ouest, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, mais aussi les pays scandinaves qui avaient une place importante dans mon travail, et le Royaume-Uni. Donc, et puis aussi la Suisse. Donc voilà, donc j'avais dû renoncer finalement à chercher une exhaustivité parfaite, et j'avais cherché vraiment à recenser un maximum de sites comprenant plusieurs sculptures, mais il n'y avait pas vraiment le terme le nombre, finalement, n'était pas un critère fondamental, mais il fallait qu'il y ait une vraie intention sculpturale, l'idée d'un ensemble intégré à un site, et ensuite que le site soit paysagé spécialement pour la sculpture ou non, ce n'était pas vraiment un critère. Donc, c'était une démarche longue, fastidieuse, décourageante, j'ai envie de dire inachevée comme inachevable, hein, comme on dit sur la porte de l'enfer. Et j'avais recensé un peu moins de 120 sites, mais en fait, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Voilà, c'était la grande limite. Et alors, l'autre limite de mon corpus, c'est aussi dû à la contrainte académique et puis aux habitudes qu'on a dans les sciences historiques en France, hein. Il fallait bien délimiter une période, et c'était un peu frustrant de s'arrêter en 1968, et aussi c'était frustrant de ne pas remonter avant 1901. On verra un peu pourquoi, parce que je vais présenter quelques cas. Enfin, je ne vais pas faire d'études de cas, mais vous allez voir différents sites se succéder, qui peuvent être assez distants. Et
c'est toujours intéressant d'avoir quelques mots sur les sites un peu moins connus parce que je pense qu'en assistant à ce séminaire, vous connaissez quand même bien, par exemple, le Rijksmuseum Kröller-Müller d'Otterlo, hein, où il y a la sculpture flottante de Martha Pan que vous voyez ici à gauche, mais il y a d'autres sites que vous ne connaîtrez peut-être pas. Alors ensuite, là, je voudrais, oui, pour avancer dans ma présentation, parler de ces questions de typologie. Il y a, hein, parce que finalement, ça fonctionne au présent, il y a vraiment d'abord ce critère de la permanence. Hein. L'essentiel des sites dont on a facilement trace, hein, qu'on retrouve facilement, sont des sites permanents, des jardins de sculpture, des musées de sculpture en plein air qui sont établis durablement dans un site. La première démarcation que j'avais tracée, c'était entre les jardins qui représentaient des artistes pluriels et ceux qui représentaient un artiste unique. Et c'est pour ça, par exemple, le Rijksmuseum Kröller-Müller, qui est vraiment un exemple fort, eh bien, c'est vraiment un jardin, ce qui est intéressant, parce que c'est un jardin de musée, mais qui se situe dans un parc plus grand et qui lui-même se situe dans le plus grand parc naturel des Pays-Bas, donc c'est le plus grand parc national, pardon, et avec une collection plurielle qui a été construite pour être représentative de la sculpture moderne et contemporaine. Et donc ça, c'est vraiment un exemple très représentatif. À côté, vous voyez en Suède, en banlieue de Stockholm, le Millesgården, donc le jardin Milles en quelque sorte, qui est un site qui comprend un musée fermé et qui comprend aussi des sculptures à l'extérieur sur différentes terrasses. Donc, Carl Milles, qui était un sculpteur suédois, qu'on rapproche peut-être un peu abusivement de l'art déco. Enfin, c'est pas abusivement, mais disons que je suis toujours mal à l'aise avec les étiquettes stylistiques, mais disons que Milles n'était pas représentatif vraiment du cœur de la modernité, de la sculpture du début du XXe siècle. Hein. C'est très loin de Arc ou de Moore, par exemple. En revanche, son musée est très apprécié, notamment dans les travaux des Américains dont j'ai pu parler tout à l'heure, hein, ceux de Mark Traib, hein, qui a participé au répertoire de l'ISC en 87, ceux de Sidney Lawrence, justement pour leur design en fait architectural. Et là, bref, ce jardin, il faut se consacrer à un seul artiste. Alors, je continue. Alors, attendez. Si je touche en même temps au pad, ça ne va pas aller. Alors, celle-ci, elle est remontée trop haut, mais c'est pas grave. Ensuite, il y a des jardins de sculpture toujours permanents qui peuvent être des lieux muséaux ou des lieux qui ne sont pas de nature muséale, c'est-à-dire que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'un côté le Middelheim que vous connaissez bien d'Anvers, hein, qui est un jardin de sculpture plurielle, et à côté, vous avez le Vigelandsparken, donc le parc Vigeland d'Oslo, qui lui est dédié à un artiste unique. Ce qui est intéressant, c'est que les deux sites fonctionnent assez indépendamment d'un bâtiment fermé. En revanche, et tous les deux sont aussi des jardins publics ouverts. Alors pour le Middelheim, il est ouvert gratuitement, mais à des heures spécifiques. Pour le parc Vigeland, il est ouvert gratuitement, mais toute la journée, toute la nuit, en toute saison. Et alors le Middelheim, c'est vraiment à sa fondation en 1950, en novembre 50, il est vraiment fondé comme un musée. C'est donc un musée dans un jardin public, ou un jardin public et un musée à la fois. Il a vraiment ce label. Alors qu'à côté, le parc Vigeland, qui est c'est un ensemble d'à peu près 800 sculptures, hein, 800 figures, plutôt 200 sculptures, mais 800 figures dans un grand espace vert de la capitale norvégienne.
Et les sculptures ont été mises en place selon les instructions du sculpteur. Il y a à proximité un musée Vigeland dans l'ancien atelier du sculpteur. C'est les personnels du musée qui s'occupent de l'entretien et de la conservation des pièces, mais en revanche, le parc en lui-même n'est pas un musée. C'est-à-dire que c'est la régie des espaces verts qui s'en occupe dans la ville d'Oslo. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce sont deux musées municipaux, enfin non, deux sites municipaux, l'un est un musée et l'autre non. Et donc, bon, je trouvais que c'était une démarcation intéressante. Tous les jardins de sculpture ne sont pas des musées de sculpture en plein air, et inversement d'ailleurs. Ah oui, et donc c'est pour ça que j'en étais arrivé là. Le parc Rottneros, c'était plutôt cette diapositive, je voulais la mettre après. Vigeland, c'est un site beaucoup moins connu en Suède, dans la campagne suédoise. C'est à 1 heure de la ville de Karlstad, qui est une ville moyenne, et donc c'est un parc assez isolé, fondé dans les années 50, sur le modèle du Middelheim, mais aussi avec des inspirations littéraires venues de Selma Lagerlöf, et un site très peu connu, qui n'est pas proprement parlé un musée, c'est avant tout un parc, mais bon, je trouvais ça intéressant d'en parler ici, puisqu'on a vraiment l'idée de créer un jardin avec certes un plan très, comment dire, ça mêle des espaces paysagers et réguliers, mais selon un goût assez académique, on pourrait dire. La sculpture qui est représentée, c'est soit de la sculpture, comment dire, euh, non scandinave mais ancienne, soit de la sculpture scandinave mais moderne et contemporaine. Et donc, c'est vraiment une sculpture figurative, c'est un goût très particulier. Mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est cette volonté de faire un lieu, comment dire, de constituer un jardin autour des sculptures, ou de créer un jardin où les sculptures jouent un rôle de premier ordre, même sur la narration, sur le parcours. Et donc, bon, je pourrais de toute façon, j'en dis assez peu sur chaque exemple, et on verra lesquels ressortiront dans la discussion. Alors, je vais avancer un peu. Donc, on parlait de jardin public, et voilà, 1901, c'est la date du début du projet de Vigeland. C'est ce qui avait motivé, pour être honnête, les délimitations chronologiques de mon étude. Mais finalement, va se poser la question de l'intentionnalité. Est-ce qu'il faut vraiment qu'un jardin de sculpture ait été pensé comme tel, avec le terme, enfin avec l'expression jardin de sculpture, pour le considérer, pour le faire entrer dans un répertoire historique? Et alors, on ne peut pas tout faire dans une thèse, mais l'un des regrets, c'est de ne pas avoir traité davantage de la question des jardins publics et du rôle allégorique, moral de la sculpture, le rôle aussi urbanistique de ces espaces, le caractère, comment dire, la mission d'éducation qui peut aussi se cacher derrière. Et bien sûr, j'ai en tête des jardins parisiens qui comprennent des ensembles de sculptures, qu'il s'agisse du Luxembourg ou du parc Monceau, même du parc Montsouris. Là, je suis sur des exemples parisiens. Mais il y a aussi, bien sûr, un peu avant 1900, je crois que c'est autour des années 1892 et 93, tout cet ensemble de sculptures, comment dire, tout cet ensemble, tout ce programme iconographique imaginé, conçu par Constantin Meunier et Charles van der Straten pour le parc, pour le jardin botanique de Bruxelles. Moi, je trouve ça tout à fait, ça aurait tout à fait eu sa place justement dans cette étude. Et donc c'est pour ça qu'il faut je pense que ça doit toujours être ouvert. Et le curseur entre la sculpture et le jardin, du quel côté on va pencher davantage, dans quel art on va pencher davantage, il doit être très malléable aussi, finalement. Alors, des liens, oui, je continue. Ça va, vous n'êtes pas perdu? Non? Bon, bah, alors je continue. Des jardins de sculptures permanents qui peuvent être liés à un musée fermé. Vous voyez des exemples de sculptures qui sont installées dans le jardin du prince Eugène dans sa collection à Stockholm.
collection. Alors le prince Eugène, c'était un noble, hein, c'était un, comment dire, c'était un quatrième de lignée royale qui n'avait aucune chance de régner et qui était aussi peintre du dimanche et plutôt talentueux. Et donc, qui avait constitué une importante collection de peintures et de sculptures et qui, dès qu'il a acheté son manoir, sa villa, plutôt sur un promontoire dans la presqu'île centrale de Stockholm, eh bien, il a voulu y installer des sculptures pour y donner un souffle artistique particulier. Et donc là, le jardin n'est peut-être pas l'élément principal de la collection, mais il est tout de même important. Question d'un lieu domestique, oui, parce que c'est ça, je disais que certains lieux étaient publics, ouverts, que d'autres étaient au contraire fermés. Ils peuvent aussi être privés à l'origine, et très souvent, ils ont de toute façon comment dire, ils ont une racine domestique. Même si on prend un musée de sculpture en plein air aussi important que le Louisiana Museum de Humlebeck au Danemark, fondé en 1958, et le jardin de sculpture est établi au début des années 60, eh bien, à l'origine, c'était tout de même la maison, la demeure du collectionneur Jens Jensen. Et après, bien sûr, ça a évolué, mais disons qu'il y a toujours ce lien, enfin cette racine domestique du site, du musée. Et alors à droite, ce que vous voyez, c'est une photographie donc issue comment dire, des archives Le Corbusier à Paris, et qui m'avait été très utile, où on voyait le chant des voyelles de Lipchitz, sculpture spécialement conçue pour le plein air, hein, dans la période des transparents, sculpture qui était faite pour laisser passer dans leurs ouvertures eh bien, la lumière naturelle. Ce chant des voyelles, on le voit ici dans le jardin de la villa de Madame de Mandreau enfin, au Pradet, une villa conçue par Le Corbusier, enfin construite par Le Corbusier. Et par contre, c'est un jardin, comment dire, c'était un jardin avec uniquement de sculptures de Lipchitz. Et naturellement, là, on n'est ni tout à fait dans la permanence, ni vraiment dans le temporaire, puisqu'il s'agit d'un jardin disparu. Et c'est cela aussi, c'est cela qu'il fallait intégrer dans cette histoire. Dans cette histoire, bon, j'allais dire dans mon histoire, mais ça ne m'appartient même pas. J'essaie d'avancer un peu. Donc, question de l'intentionnalité. Oui, ben là, c'est par rapport aux collectionneurs. Est-ce qu'ils avaient, donc là, c'était les exemples d'œuvres de Mayol à Winterthur en Suisse, mais ça, je vais peut-être les passer pour en venir à quelque chose de plus près de chez vous, hein, la fameuse collection de Warroquet donc à Marimont, le musée royal de Marimont. Dans son domaine, il avait voulu installer justement comment dire, Raoul Warroquet avait voulu, entre 1900 et 1914, installer des sculptures monumentales. Donc, il associait quand même le plein air au monument, dont une copie d'un grand Bouddha qu'il avait acheté au Japon, ainsi qu'un tirage des bourgeois de Calais de Rodin, qu'à l'origine, d'ailleurs, il avait installé vraiment à ras du sol, comme le voulait Rodin à l'origine pour Calais. Et donc, parfois, le jardin, c'est aussi un lieu où on peut donner une seconde vie à des monuments qui n'ont pas encore trouvé tout à fait leur site, parce que ça a été une très longue histoire pour les bourgeois de Calais de Rodin. Après, est-ce que Warroquet avait cette intentionnalité, cette conscience de créer un jardin de sculpture, d'ouvrir une certaine histoire dans ce sens? Eh bien, ce n'est pas certain, mais ça me semblait tout de même être un jalon important, et on le verra, on pourra le voir par la suite. De même que le Rijksmuseum Kröller-Müller, eh bien, la sculpture déborde même du jardin, puisqu'on en trouve d'une part à droite non, à gauche et au milieu, dans l'espace du parc national, dans l'espace paysager, hein, des sculptures en lien avec le thème de la chasse qui ont été installées
bien avant la mise en place du jardin de sculpture que l'on connaît, hein, qu'on voyait tout à l'heure avec Martha Pan à Mareur, c'est en 1961 Bram à Mareur, le conservateur, c'est en 1961 qu'il lance ses travaux. Et bien avant cela, Hélène Kröller-Müller avait voulu que des sculptures soient installées dans la nature, ainsi que des très discrets monuments funéraires japonais, vietnamiens ou autres, hein, dans ce qu'elle appelait la colline française, donc le premier élément de le premier espace aménagé du jardin, mais qui est laissé assez sauvage. Et puis par la suite, c'est au contraire le jardin avec des grandes pelouses dégagées, vraiment l'idée de salles, hein, de galeries ouvertes, séparées par des murs végétaux, avec des sentiers. Alors heureusement, on peut quand même marcher dans les pelouses, mais c'est ce lieu où se déroule sous nos yeux et sous nos pas une histoire vivante de la sculpture du XXe siècle, de Rodin à Lipchitz et à Martha Pan, voilà, et puis en plus une histoire qui a continué et qui continue de s'élargir. Et donc, ce que je trouvais intéressant de noter, c'est que le Kröller-Müller a d'abord eu cette origine domestique, hein, la collection d'Hélène Kröller, qui voulait un lieu qui soit digne d'accueillir sa collection de peinture et de sculpture. Et par la suite, en 1938, à sa mort, eh bien, elle a créé une fondation et le lieu devient un musée. Et Bram Hammacher va mettre toute son énergie pour l'ouverture d'un jardin de sculpture qui n'est plus un jardin vraiment de collectionneurs, mais qui est plutôt un jardin institutionnel. Et donc, on voit que ce sont des lieux qui ont une histoire qui s'écrit par strates. Oh là là, je commence déjà à déborder. Donc, le Milles Garden dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu la même histoire. Ça a d'abord été au début du XXe siècle vraiment le lieu d'habitation et de travail du sculpteur qui a installé des sculptures, notamment pour l'agrément, hein, pour lui, pour son épouse, avoir un espace habité par l'art, mais c'était aussi un espace d'exposition pour que des collectionneurs voient comment les sculptures rendaient dans le jardin. Et par la suite, dans les années 30, Milles émigre avec sa femme aux États-Unis où il va enseigner. Et pendant ce temps-là, son frère, hein, qui est architecte, eh bien, va dessiner des terrasses inférieures et réfléchir à l'installation de nouvelles sculptures, notamment ces anges musiciens vous voyez, sur des socles de différentes hauteurs qui créent un effet rythmique assez saisissant. Et donc, on voit qu'il y a aussi un changement de destination. À un moment, on sait que le lieu va devenir un musée. Et donc, Milles revient en 1945, il accueille des visiteurs, tout cela, et son lieu, il habite déjà dans son musée, en quelque sorte. Donc, il n'y a pas vraiment de frontière entre public, privé, ouvert, fermé. Et cette idée de permanence, c'est justement un mythe. Donc, il y a ce fameux exemple du musée Zadkine à Paris, avec toujours des sculptures qui sont installées dans le jardin avec un souci de conservation qui est tout à fait normal et comment dire, impératif pour un musée. Mais de son vivant, le sculpteur s'amusait quelque part de voir ces sculptures sur bois pourrir sous la pluie et être habitées par des fourmis. Et c'est toute la poésie de ces clichés de Marc Vaux. Et donc voilà, il faut rester par rapport à la permanence. Finalement, c'est aussi comme la végétation dans un jardin, les sculptures, eh bien, les sculptures bougent, les sculptures sont. Un jardin, c'est un espace organique et donc, il ne faut pas chercher cette permanence. Et c'est pourquoi je vais aller assez vite sur la fin, comme j'ai un peu déjà débordé. Mais c'est pourquoi il y avait cette question des jardins de sculpture permanents, puis des jardins de sculpture temporaires. C'est les parcs, souvent les jardins publics, qui accueillent des expositions. Hein, par exemple, la fameuse exposition du Battersea Park de Londres en 1948, la première grande exposition internationale de sculpture en plein air en Europe, qui marque vraiment eh bien, la puissance de la sculpture britannique et plus particulièrement de la figure d'Henry Moore. Et ça va lancer une mode les années suivantes, d'abord avec une exposition à Arnhem en 1949,
avec des sculptures assez similaires d'ailleurs, et une autre exposition à Anvers en 1950 qui s'inspire des deux précédentes. Et là, je vais vous montrer une photo justement des bourgeois de Calais de Marimont pour vous montrer que ça implique un nomadisme des sculptures qui ont une histoire avec le plein air et migrent. Et c'est pourquoi cette seule question des lieux ne me semblait pas permanente. Hein. J'espère que je suis assez clair. Cette idée de juste répertorier les lieux. C'est pourquoi j'ai voulu aussi répertorier les expositions. Alors, euh, donc ça, je vais passer assez vite, mais c'était pour nuancer cette idée, justement. C'était un apport, je pense. Ma thèse a beaucoup de limites quand je la regarde aujourd'hui, mais il y avait tout de même, j'avais vraiment voulu insister sur le fait qu'il y a eu des exemples bien plus précoces de jardins de sculpture. Hein. Par exemple, au Salon français, eh bien, au Palais de l'Industrie, l'espace où on expose des sculptures, il est fermé, mais ça reste un jardin de sculpture. Hein. C'est présenté comme tel, un jardin des sculptures plutôt. On voit que donc ça ne date pas de 48, cette idée. Et attendez. Ouais, c'est intéressant sur l'intérieur et l'extérieur, mais je pense que ça nous éloignerait un peu du sujet. Et puis, il y a eu des exemples d'expositions peut-être plus confidentielles, mais vous voyez, aux Pays-Bas, dans les années 20 et 30, il y avait de nombreuses expositions horticoles qui consacraient une petite section à la sculpture nationale. À côté, vous voyez le parc Skansen, qui est l'un des premiers musées ethnographiques, des premiers écomusées d'Europe, ouvert en 1891. En 1939, dans le parc Skansen, il y a une exposition Sculpture et Nature qui donne une certaine vision de la sculpture suédoise de l'époque, avec une publication assez ambitieuse qui l'accompagne. Donc, bref, on voit qu'il y a eu des exemples précédents. Après tout, pourquoi l'exposition de 1925 à Paris, qui est toujours célébrée, dont le centenaire est toujours célébré d'ailleurs en ce moment aux Arts décoratifs? Eh bien, pourquoi ne pas l'intégrer pleinement à cette histoire, puisqu'il y a aussi des espaces qui sont à la fois comment dire, qui sont à la fois du jardin et de la sculpture, qui sont à la fois sculpturaux et paysagers quelque part. Et puis, bien sûr, voilà, là, c'est un peu, je pense que ouais, je peux parler de Cocorico parce que je pense qu'on voit le nid, le coq est aussi un emblème. C'est l'exposition d'Anderlecht, la Biennale d'Anderlecht, la sculpture de plein air de Belgique, qui ouvrait cela dans les jardins de la Maison d'Erasme en pleine reconstruction, avec en tête l'idée de militer pour un meilleur soutien aux artistes et plus de commandes publiques. Et bref, ce que je trouve intéressant, c'est que le jardin actuel n'est plus du tout identique à ce qu'il était à l'époque. Je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un jardin de René Peuchère établi dans les années 1980. Et donc là, c'était des expositions, bon, plus confidentielles bien sûr que celles de Londres, mais qui ont eu leur importance. Mais chaque exposition, c'est une scénographie, c'est presque un jardin différent. Et parfois, du temporaire, on passe en effet au permanent. Ça, c'est toujours l'exemple du Middelheim, mais je vais passer là-dessus. Sur le nomadisme, ça, j'en avais parlé, des sculptures qui qui naviguent d'un lieu à l'autre. Quand le Middelheim s'invite au Louisiana à l'occasion de l'ouverture du jardin de sculpture, c'est un moment important. Et donc, ça avait été important, c'était de répertorier aussi les catalogues d'expositions, des expositions internationales essentiellement. Et bon, j'avais fait toute une série de statistiques. On est toujours un peu tenté par le chiffre, mais finalement, comme j'ai un peu déjà débordé, je ne vais pas forcément développer tout de suite sur cet aspect temporaire. Et on va devoir bientôt. Ouais, je pense, Ouais. je pensais tenir, et donc je vais. Les symposiums, là, oui, les symposiums aussi qui entraient dans cette histoire. Donc, et puis, bon, les lieux potentiels, je trouvais ça, c'est quelque chose que j'avais amené
à l'occasion il y a 3 ans, à l'occasion de l'expo Jardin de rêve à l'Institut Giacometti, puisqu'il y a aussi des jardins qui n'ont pas eu lieu ou qui sont poétiques ou imaginaires, hein, comme Balzac qui admire comme Rodin qui admire son Balzac au clair de lune grâce à l'objectif des Station. C'est un jardin en 2 dimensions où Giacometti, avec ce projet de jardin pour les Noailles qu'il avait en commun avec Dali et qui n'a jamais vu le jour après qu'il y ait eu la brouille avec leur collectionneur. Et puis voilà, ça, est-ce qu'on peut pousser aussi loin le curseur? Je ne suis pas certain. Donc voilà, hein, désolé d'avoir un peu débordé et je vais arrêter le partage des images pour en venir à… Voilà, Merci beaucoup. désolé d'avoir un peu Non, 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 débordé, non, mais je c'était m'attendais pas à un déborder du tout. débordement tout à fait intéressant puisque Ouais. tu as effectivement, comme tu l'as dit, été dans une sorte de proto-histoire de ces parcs de sculpture qui, tu l'as dit aussi, vont vraiment émerger après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, à partir donc surtout des années 50 et puis fleurir encore davantage dans les années 60, 70 et 80. Tu as bien montré aussi bon, que la typologie, c'est mission impossible Oui. parce qu'on a fait que c'est très, très, très hétérogène avec effectivement des parcs de sculpture qui sont vraiment très muséalisés et presque dès l'origine. C'est le cas du Middelheim à Oui. Anvers et puis d'autres qui le sont moins, ou en tout cas sont plus ouverts. Tu y faisais allusion, jour et nuit, sans nécessairement des gardiens. Donc ça pose évidemment aussi la question de la maintenance, de la collection, de la gestion de la collection à proprement parler. Et ce qui était très appréciable aussi, c'est de revenir sur le rôle que les expositions temporaires ont joué dans l'émergence de ces parcs et parallèlement de ces fameux jardins publics qui, dès le 19e siècle, se multiplient, ces petits points verts dans la ville où on va installer des sculptures, pas toujours selon un plan défini de déambulation, mais qui effectivement vont amener vont amener cette idée d'investir vraiment les parcs et de finir par en faire de véritables musées. Donc extrêmement intéressant comme exposé. On sentait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire, puisque Oui. évidemment, voilà, ça vient d'un travail doctoral de très longue haleine. Alors, j'ai 2, 3 questions, mais je vais Oui. peut-être demander d'abord à l'Assemblée s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions pour Louis Guévart? Pas encore. Alors moi, je me posais la question des parcs privés, Oui. des fondations privées. Oui. Alors là, peut-être plus dans l'ère, je dirais, plus contemporaine encore, je pense à l'Institut Inotine, que tu connais certainement, qui a été fondé au Brésil par un homme d'affaires et par ailleurs collectionneur, qui est un parc de sculptures absolument incroyable, mais privé, avec un droit d'entrée donc dès lors, dans quelle catégorie peut-on finalement placer ces parcs privés de sculptures qui sont de plus en plus nombreux, en France également, on en Mhm. trouve. Qu'en dirais-tu du point de vue aussi du fil historique? Est-ce que l'on a ce type de parc privé? Si on met de côté évidemment les jardins d'ateliers d'artistes Oui. qui sont quand même privés, qui ont eu leur influence aussi à un certain moment, mais peut-être pas sur ce type d'entreprise-là. Donc, est-ce que ça t'a un peu intéressé dans tes Oui, recherches? ça m'a un peu intéressé, aussi, moi aussi d'ailleurs dans ma période. Et là, après, c'est l'accès aux sources qui peut être plus difficile, mais parfois même les sources iconographiques sont très intéressantes. Donc oui, il y a les jardins de collectionneurs, il y a aussi les jardins d'entreprise.
Et ça, il y a eu de beaux exemples, hein. Ouais, j'en ai pas parlé, mais j'ai déjà parlé de trop de choses. Donc, je pensais justement, toujours en Scandinavie, hein, parce que c'était un peu, j'y étais souvent. En Suède et en Norvège, il y a eu, la chocolat, comment dire, à travers le chocolat, hein, c'est assez intéressant. Il y a eu la chocolaterie Freya qui est très connue pour avoir dans sa cantine cette frise d'Edvard Munch. Et donc c'est pas du tout un lieu muséal, hein, c'est pas ouvert au public, c'est dans la cantine des ouvriers, hein, et donc c'est vraiment dans une démarche privée et comment dire, paternaliste d'une certaine manière, mais d'amener la culture sur le lieu de travail. Et donc, il y avait aussi Mhm. un petit jardin avec des sculptures. Et après, il y avait aussi il y avait une autre chocolaterie en Suède, c'est Marabou, à Sundbyberg, et où il y avait aussi un jardin de sculpture un peu plus ambitieux et qui d'ailleurs, par la suite, quand l'usine a fermé, c'est devenu un lieu public. Et donc tout ça, oui, bien sûr, ça intègre cette histoire. Après, oui, c'est une sacrée. Là, c'est mission impossible pour atteindre une forme d'exhaustivité, mais en tout cas, Oui, oui, c'est vraiment clairement. intéressant à voir. Et je pense aussi oui, il y avait des collectionneurs, on pouvait en trouver parce qu'il pouvait y avoir des reportages dans la presse, donc le dépouillement de la presse était très important. Alors, je ne sais pas si dans le webinaire, il y a beaucoup de doctorants ou de mastérants, mais ouais, ça peut être intéressant aussi s'ils ont des questions de méthodologie, si ils ou elles ont des questions de méthodologie ou des remarques, hein. Moi, je suis tout à fait ouvert Oui, parce que, oui, oui, ouais, il y a pas mal d'étudiants qui, ouais, effectivement, au niveau peut-être plus au niveau master, qui suivent ce webinaire et qui pourraient, ouais. effectivement. Il y a une question de Madame Finet. On Alors, vous écoute, Madame. Alors, il faut ouvrir votre micro. ah oui, c'est passé, ouais, Donc, on ne vous entend pas. Vous avez levé la main. Ou alors, vous vous êtes trompé, peut-être. ah, ça peut arriver. Bon, alors, peut-être. Peut-être que ça viendra ensuite ou que le micro se Peut-être que met. ça viendra ensuite. Il y avait aussi le cas du jardin botanique Oui, de Bruxelles auquel tu as fait oui, allusion. j'ai fait allusion Donc assez là, vite, ouais. donc Oui, là tu sais, on est à la fin du 19e siècle ouais, et on est quoi dans un principe qui est assez similaire à ce qui se passe au Luxembourg. Quel est le... Parce que tu parles du rôle de Van Straten ouais, et de Constantin Meunier. Oui, mais encore, est-ce que on a des sculptures qui sont essentiellement de Meunier ouais, et finalement c'est un prétexte pour que ça oui, s'agrandisse et que ça en intègre d'autres? Est-ce que oui, la permanence est pensée d'emblée? Qu'est-ce que ça va devenir par la suite? Est-ce que tu pourrais revenir sur ce cas ouais, qui est assez ancien, et qui est belge? C'est pas parce qu'il est oui. belge d'ailleurs que je te pose la question, c'est Non, parce non. qu'il est, il y a un rôle pionnier quand même là derrière. Oui, oui, ben le rôle pionnier, c'est vraiment cette idée d'avoir un programme sculptural spécialement pensé sur le plein air. Alors, ça reste assez allégorique avec des allusions à l'agriculture, ou en tout cas à la culture de la terre, aux saisons. Après, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas derrière une portée sociale, hein, puisque Meunier amène justement des ouvriers agricoles, en fait, il dit des sculptures à des anonymes, et donc il y a, enfin, à des figures anonymes ou comment dire, ce ne sont pas des statues aux grands hommes comme on peut en avoir dans nos parcs parisiens aussi, hein, mais disons que oui, il y a cette comment dire? Tu le mets en lien avec la statuomanie d'ailleurs, avec ce Oui, phénomène de la oui, statuomanie de oui, la bien fin du sûr. 19e. Oui, Oui. bien sûr. Et ce que je Faut trouve, bien les mettre oui, quelque part, la c'est ce que Troisième tu... République française, ouais, avec la statuomanie en France, et donc qui atteint aussi les jardins. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que de part et d'autre de la Manche d'ailleurs, hein, la sculpture comme le jardin sont vraiment porteurs, sont deux arts porteurs de valeurs morales, euh, euh,
vertueuses. Par exemple, la société victorienne a vraiment encouragé le développement de la vie en plein air, de l'installation de jardins publics pour justement détourner les hommes des cafés, des cafés, De des jeux, loisirs etc. qui ne seraient pas Voilà. très, très vertueux. Très Oui. vertueux, voilà. Et puis donc en France, oui, les places publiques, c'est un peu un livre ouvert, puisqu'il y a oui, cette importance de l'éducation. En Belgique, en Belgique, bon, il y a un mouvement qui est aussi qui est assez proche aussi à cette époque, mais aussi en Belgique, comment dire, c'est une nation qui est encore très, très jeune à la fin du 19e Oui, siècle. Et tout à donc, fait, tout il y à a fait, besoin tout à d'affirmer fait. cette nation. Et après, il y a l'intérêt du sculpteur qui n'est pas le même. Le sculpteur, son intérêt, lui, ça va être d'être mis en valeur, d'obtenir des commandes et de laisser une trace dans l'histoire. Et alors, l'exemple de Vigeland, il est très, très saisissant. En pleine social-démocratie qui porte à l'avant les valeurs collectives. On a un sculpteur qui arrive à mettre derrière lui une municipalité social-démocrate pour dérouler son programme iconographique qui n'a pas spécialement de valeur morale, qui parle simplement de ses propres fantasmes quelque part. Et donc, c'est assez c'est Mhm. intéressant. Ce sont différents Oui, intérêts qui se retrouvent. Voilà. tout à fait. Merci. Alors, on a la question de Madame Finet Oui, qui te demande, Voilà. peut-on Voilà, dire que maintenant peut-être que certains vous pays, m'entendez. Vous m'entendez oui, oui, maintenant? là, je oui, vous on vous entends, oui. entend. Enfin, allez-y Voilà, ce alors. que je voulais demander, d'abord j'étais étonnée de la typologie énorme des parcs publics. Est-ce que certains pays ont plus certains types de parcs publics que d'autres pays? Est-ce que certains types de parcs se trouvent plutôt, je ne sais pas, dans les pays scandinaves et d'autres plutôt dans les pays du Sud? Ou bien il y a un mélange de tout. Dans les jardins publics, les jardins de sculpture qui sont aussi des jardins publics, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de les serrer un peu différemment, de dire, tiens, en Belgique ou en France, c'est plutôt Ouais. ça, en Italie ou dans les pays scandinaves dont vous avez beaucoup parlé, c'est plutôt ça. Ouais, après, on peut trouver différents types de lieux dans plusieurs pays, mais disons qu'il y a un mouvement qui est quand même très important pour ces expositions temporaires à la saison estivale en général. Et là, c'est dans les pays. Oui, on le trouve beaucoup dans les pays nordiques. Hein. Dans les pays nordiques, voilà, je joins enfin, j'intègre la Belgique, les Pays-Bas, mais même à Hambourg, hein, donc en Allemagne, au nord de l'Allemagne, il y avait eu une exposition de sculpture en plein air importante en 1953. Et oui, ça fait vraiment partie de cette idée de créer des fêtes, hein, des moments où la société se retrouve et on est en pleine reconstruction. Donc, ça m'avait vraiment marqué dans le nord de l'Europe. Après, dans le sud, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments forts également, qu'il n'y a pas une culture de l'art en plein air, bien au contraire. Mais disons que ce type, oui, le type, par la force des choses, mon corpus ayant surtout concerné la partie nord de l'Europe, voilà, c'est des types de lieux que j'ai surtout rencontrés dans le nord, mais si j'avais poussé complètement l'enquête euh, euh, dans le Bah, sud, voilà. mais il est clair que les Ouais, grandes premières expositions ouais, internationales de sculpture, si on prend vraiment la période un peu tournant qu'est l'après-guerre, ça se fait quand même, bon, c'est Londres, enfin c'est l'Angleterre, oui. c'est les Pays-Bas, c'est la Les Pays-Bas, la Belgique. Belgique, un peu la Euh, France, le musée Rodin un petit peu, ouais, mais mais voilà. c'est un jardin Oui, d'un musée qui est comme oui. un peu une maison musée aussi, hein, donc c'est Le encore musée autre Rodin? chose. Tandis que là, Oui, oui, oui. mais là, on est vraiment dans des expositions internationales qui vont devenir récurrentes Oui, et celle du Middelheim en 50 donne lieu presque immédiatement, hein, en ah oui, 51 à l'ouverture, à la création à une du prolongation et à musée et à l'ouverture une d'un musée avec des pérennisation des dépôts. œuvres. Et Ouais, il voit tout l'intérêt justement que d'en faire un musée parce que ça permet d'avoir des conservateurs dédiés, d'avoir des dépôts. Voilà, ouais, donc ça c'est. tout à fait. Tout à fait. Ouais. Bon, ben, un tout grand merci, Louis, Merci pour à cet toi encore. exposé extrêmement intéressant. Et On va puis, donc
Et puis, moi, je passer, laisserai mon mail disponible s'il y a d'autres questions qui venaient par la suite, hein, voilà, bien sûr, tu voilà. peux le mettre dans le chat sans Ouais, aucun souci. je vais faire ça tout de suite. Et Un je vais grand couper mon merci à micro toi. après. Et donc, j'ai le plaisir à présent de céder la parole à Laure Garel. Tu es coordinatrice générale des commandes artistiques pour la Société des grands projets. On va savoir dans un instant de quoi il s'agit. Et donc, tu vas nous parler du Grand Paris Express et du nouveau métro et ses œuvres d'art, bien entendu. Je te cède la parole avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de vous présenter ce projet du Grand Paris Express que certains connaissent peut-être. Parfois, c'est un projet pas toujours connu malgré, vous allez le voir, tous les superlatifs qu'on peut en dire. Donc, je suis ravie de pouvoir vous le présenter. Et évidemment, je reviendrai beaucoup plus en détail sur le programme d'œuvres d'art que nous déployons dans les nouvelles gares. Donc déjà, vous dire quelques mots sur le Grand Paris Express, le projet de métro, pour que vous ayez en tête ce contexte particulier dans lequel on s'inscrit. En gros, le Grand Paris Express, c'est un nom de projet qui a été donné à 4 nouvelles lignes de métro, qui sont les lignes 15, 16, 17, 18 et le prolongement de la ligne 14. Le prolongement de la ligne 14, on l'a inauguré pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Donc cette ligne existe désormais. Donc maintenant, la ligne 14 permet de relier le sud de Paris jusqu'à l'aéroport d'Orly, ce qui est une petite révolution. Et donc, il y a plusieurs stations qui ont ouvert déjà avec leurs œuvres d'art. Je vous montrerai quelques photos des œuvres et je vous invite évidemment à d'ores et déjà commencer à aller faire des visites sur ces gares pour aller voir l'architecture, les œuvres. On peut commencer déjà à faire des parcours de visite sur ce nouveau métro. Les lignes 15, 16, 17 et 18 vont s'échelonner dans le temps, dans les mises en service. Donc, on inaugure de futures gares déjà cette année, au mois d'octobre, sur la ligne 18. Et après, ça va être la ligne 15, etc., qui va se mettre en service. Et l'intégralité du réseau que vous avez sous les yeux sera praticable dès 2030. En 2030, il faut quand même imaginer qu'il y aura 3 millions de voyageurs par jour sur ce métro, donc c'est vraiment colossal. Et en tout, ça représente 200 km de nouvelles lignes de métro, ce qui vient doubler le métro parisien actuel. Voilà, pour vous donner quelques échelles. Ce qui est aussi une révolution urbaine, mais aussi également pour la carte mentale de tous les habitants de l'Île-de-France, c'est que pour la première fois, on va avoir un réseau de métro qui relie des banlieues entre elles et qui permet de mailler différemment le territoire. C'est-à-dire qu'avant, toutes les lignes de RER, de train, de métro, de TGV étaient organisées en étoiles et convergeaient vers la ville-centre, ce qui rendait parfois difficile pour des gens qui habitaient en communes limitrophes ou un peu plus lointaines dans la métropole du Grand Paris, de pouvoir parfois venir travailler, étudier, profiter de loisirs qui se trouvaient dans d'autres communes en banlieue. Demain, ce sera beaucoup plus facile de pouvoir se déplacer dans cette métropole sans passer systématiquement par la ville-centre qui aujourd'hui est engorgée. Donc on s'est interrogé, comment est-ce qu'on va construire ce grand métro, ce grand chantier qui est annoncé comme le plus grand chantier de construction d'Europe, hein. On voulait construire un métro du 21e siècle qui soit à la hauteur de ce que Paris et d'autres métros avaient pu faire à travers le monde, alors que de prime abord, on peut se dire que métro et art font pas forcément bon ménage. En tout cas, c'est pas une association d'idées qu'on a tout de suite en tête. Ce qui est assez étonnant parce qu'en fait, quand on regarde le métro londonien, le métro parisien, tous les plus vieux métros, en fait, dès le début de cette aventure des transports en commun souterrains en ville, il y a eu tout de suite une volonté d'associer des architectes, des designers, des artistes pour faire des œuvres au sens très large, hein. Parfois, ça peut être des œuvres plutôt dans la veine des arts déco. On pense évidemment, par exemple, aux entrées de métro Guimard à Paris d'Art Nouveau qui sont devenues iconiques et qui incarnent aujourd'hui l'identité parisienne comme peut l'incarner la Tour Eiffel. Donc, on voit aussi à quel point ça peut être un marqueur identitaire extrêmement fort pour la ville ou le territoire desservi que d'avoir des œuvres d'art qui viennent donner une nouvelle couleur, une ADN à la station de métro. Donc, là, je vous ai mis quelques exemples qu'on reprend souvent, mais parce qu'on voilà, on aime beaucoup ce qu'a fait le métro de Stockholm et de Naples, où ils ont des interventions vraiment de qualité et assez originales, qui sont d'ailleurs devenues aujourd'hui de véritables attractions touristiques quand les gens visitent Stockholm et Naples. Aujourd'hui,
Il y a parfois certains touristes qui prennent un ticket de métro seulement pour aller voir les stations qui sortent de l'ordinaire, mais qui ne prennent pas forcément le métro. Et on voit à quel point un transport en commun peut devenir une destination culturelle en soi, et pas simplement un transport en commun subi. Donc on voulait s'inscrire dans cet héritage ancien, très riche, des métros à travers le monde entier. On fait appel à des programmes d'art, souvent dans des formats très différents. Et donc nous, on s'est interrogé comment est-ce qu'on peut innover et comment est-ce qu'on peut faire un programme qui s'adapte à la question du Grand Paris Express, qui est un projet assez atypique en soi. On était aussi face à une très très grande diversité de territoires. Le Grand Paris Express traverse de mémoire 130 communes, c'est colossal, et c'est toutes des communes qui ont évidemment une histoire et un patrimoine avec des identités extrêmement fortes et extrêmement diversifiées. Donc ça n'avait pas de sens de venir créer des gares, il y en a 65 en tout, de nouvelles gares. Ça n'avait pas de sens de juste faire des bouches de métro ou des stations dupliquées. On aurait très bien pu prendre un seul et même architecte et dupliquer la même gare partout, mais on sentait bien que ça n'avait pas de sens. On était dans des contextes urbains beaucoup trop diversifiés pour répondre à cet enjeu-là de cette manière. Et donc, on a invité des architectes à chaque fois différents pour venir faire des signatures architecturales. Il y a une quarantaine d'agences d'architecture qui ont été associées sur le métro. Là, voilà, je vous ai mis quelques images de gares, notamment de Kengo Kuma, de Dominique Perrault, de Fabrice Hibert, de Bjarke Ingels, pour vous donner voilà, un premier panorama, mais vous allez le voir au fil des images, on a des stations qui ont à chaque fois sont extrêmement différentes. Pour vous donner un chiffre que je trouve assez parlant, on a lancé en 2023 une étude avec l'APUR, qui est l'agence parisienne d'urbanisme et qui a recensé plus de 7500 lieux culturels à Paris et dans le Grand Paris, ce qui fait que la capitale, enfin que la métropole de la capitale française est un des tissus urbains culturels au monde le plus dense. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a ce contexte-là en tête, on voit à quel point on ne pouvait pas faire un métro sans culture, on ne pouvait pas faire un métro pour le Grand Paris qui vienne refléter et s'inscrire dans cette dynamique culturelle qui était déjà extrêmement riche. Donc on a composé un programme culturel avec des axes différents. Je vais vous parler plus en détail plutôt des deux items qui sont ceux des œuvres qui sont créées en tandem entre les artistes et les architectes et des illustrations sur les quais. Mais on a également voulu avoir une programmation qui puisse accompagner aussi le temps des chantiers. Cette programmation, elle existe depuis 2015, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on la mène. Et c'est vrai qu'on avait à cœur de pouvoir aussi accompagner ces chantiers qui sont longs, parce que bon, voilà, c'est un métro souterrain, donc vous imaginez bien à quel point c'est des chantiers qui prennent des années et qui peuvent être parfois source de nuisances aussi pour pour les riverains qui habitent à côté de ces chantiers. Et donc, on a mis aussi en place des chantiers partagés, c'est-à-dire des résidences d'artistes aux abords des chantiers pour faire des projets participatifs en lien avec les habitants et les territoires. Et on met en place également, on organise des fêtes de chantier qui permettent de célébrer les avancées marquantes de chantiers qui ont des particularités. Et donc, on les appelait les KM pour marquer les kilomètres, donc enfin l'avancée dans les kilomètres pour construire ce nouveau métro. Donc, je vais vous parler des œuvres d'art qu'on a installées dans les gares et qu'on est en train de concevoir. C'est un programme assez particulier. Là, vous avez désormais la carte, alors enfin, voilà, la carte réelle et non plus schématisée du nouveau métro. Donc, je vous le disais, il y a 65 gares. C'est des nouvelles gares. Alors, la plupart, 80% d'entre elles seront en interconnexion avec le métro existant que vous ne voyez pas là sur cette carte, sinon. Voilà, le réseau de transport parisien est beaucoup trop dense et on ne, ce serait pas lisible. Et on a également des centres d'exploitation qui permettent d'entretenir les trains, de faire rouler enfin, de faire marcher la ligne sur lesquels nous avons fait intervenir des artistes. Donc au total, nous avons une collection d'art public qui est en train de voir le jour, qui est composée de 70 œuvres d'art pérennes, la plupart monumentales, puisqu'elles sont à l'échelle soit des sites industriels ou soit des gares. Vous allez le voir, elles sont toutes elles sont toutes assez
assez impressionnantes par leur taille. Donc là, vous voyez les noms de tous les artistes et de tous les architectes qui travaillent en tandem. C'est un peu la particularité de ce programme, c'est qu'on a vraiment créé un dialogue fructueux entre les artistes et les architectes, car dès le démarrage du programme, on avait le sentiment et la conviction qu'il ne fallait pas que les œuvres d'art viennent de manière parachutée et qu'il ne fallait pas que l'artiste intervienne un peu comme une dernière roue du carrosse et intervienne très à la fin du chantier. On voulait vraiment que les artistes soient partie prenante des équipes de conception des gares et qu'il y ait un dialogue avec les architectes permettant des œuvres qui soient véritablement intégrées et qui puissent venir jouer avec les espaces voyageurs, qui viennent jouer avec l'architecture. Et ça a créé des œuvres qui sont vraiment inscrite dans l'ADN de la gare. On n'a pas du tout d'œuvre qui serait un geste gratuit où on se dirait, oui, la gare pourrait exister sans l'œuvre. Aujourd'hui, elles ne font qu'un. Et c'est ça qui est assez fort, je trouve, dans ce programme, c'est d'avoir ce parti pris où les artistes sont arrivés très tôt, ce qui est une particularité aussi pour les artistes dans les commandes publiques. Les artistes peuvent avoir l'habitude d'avoir des projets de moyen terme, entre 1, 2 à 3 ans, mais c'est très rare d'avoir des artistes qui viennent sur des projets qui s'étirent sur des temps très longs, de 5 à 8 ans. Et cette lenteur permet également aussi des innovations dans les matériaux qui sont utilisés. Beaucoup d'artistes ont fait le choix de faire leur première œuvre pérenne sur ce programme et donc de tester des choses et d'avoir le temps de pouvoir les tester avec les architectes et qui a parfois ouvert un nouveau pan dans leur vocabulaire et dans leur travail. Et donc tant mieux si ce nouveau métro a pu permettre à ces artistes de tester des choses. Donc vous voyez les noms là qui s'affichent à l'écran. On a une très grande diversité d'artistes, je vais vous en parler. On a à la fois des artistes de la jeune génération, mais aussi des artistes beaucoup plus confirmés et déjà bien identifiés. Donc, vous voyez par exemple les noms de JR, Daniel Buren, de Vils. Je vois aussi Koichi Kurita, Fabrice Hibert. On a Prune Nourri, Kapwani Kiwanga. Donc voilà, vous voyez quelques noms. Johanna Vasconcelos, Mona Hatoum. Enfin, voilà, je vais pas tous vous les énumérer comme ils sont 70, mais enfin voilà, on est très fiers d'avoir des artistes de renom et ça montre aussi la qualité du programme qu'on voulait offrir pour la métropole du Grand Paris. Donc cette diversité, elle est d'abord géographique dans les artistes. Alors voilà une carte du monde qui montre un peu d'où viennent les artistes. Évidemment, il y a une très grande majorité d'artistes français. L'idée, c'était que cette commande puisse bénéficier d'abord à nos artistes en France, mais on voulait aussi qu'il y ait une large part. Donc là, on a 44% d'artistes qui viennent de l'international, beaucoup d'Europe évidemment, mais évidemment aussi qui viennent du monde entier nous rejoindre. Et donc, on est content de cet équilibre presque 50-50 entre les artistes français et internationaux, parce que c'est à la fois le signe que le nouveau métro peut être une vitrine pour les arts français, enfin pour l'art contemporain français actuel, mais on voit aussi à quel point on a une capacité d'attractivité, de pouvoir inviter largement des artistes de renom du monde entier. Et donc cette diversité évidemment des artistes, alors, j'ai oublié de le dire, mais on a aussi une parité homme-femme dans les artistes, et ça a été très important pour nous, qu'on ait autant d'artistes d'hommes que d'artistes femmes, ce qui est chose très rare dans les collections d'art public. Évidemment, cette diversité donc d'artistes amène à une diversité de formes artistiques. Donc, vous l'avez vu sur la diversité des architectures. Là, on a des œuvres qui sont venues sur des vocabulaires et des typologies d'œuvres complètement différents. Donc, on a des sculptures, pour faire le lien avec la présentation précédente, mais il y a aussi des œuvres qui sont plutôt sur un plan immersif, d'autres qui sont des œuvres vidéo ou numériques. On a aussi une intervention sur la lumière. C'est assez compliqué aujourd'hui de créer des catégories. Parmi les 70 projets, vous allez le voir au fil de l'eau. Et d'ailleurs, on n'a pas tant envie que ça de les enfermer dans des catégories. Mais voilà, on a des grands ensembles qui se dessinent et on voit à quel point il y a une très, très grande diversité. Donc, je pourrais pas vous présenter les 70 projets dans le détail. Et j'ai envie de vous dire, bah, quand le métro sera ouvert, vous pourrez aller voyager et prendre les nouvelles lignes et descendre de gare en gare. Mais voilà un panorama des 70 projets qui montrent voilà, cette diversité dont je parlais précédemment.
Pour nous accompagner et sélectionner l'ensemble de ces artistes, on a désigné dès 2015 un directeur artistique qui est José Manuel Gonçalves, qui nous accompagne dans la durée et qui a donc défini avec nous toutes les lignes du programme. Et typiquement, voilà, cet impératif de diversité des artistes, des formes, des vocabulaires, ce dialogue aussi avec les architectes, on l'a codéfini avec lui. Et pour l'accompagner, on a également mis en place un comité artistique qui est composé de commissaires de commissaires qu'on a invités sur le programme, qui nous permettait d'avoir d'autres regards aussi sur la sélection des artistes et d'avoir à chaque fois des débats qui étaient extrêmement passionnants sur les artistes à sélectionner, comment est-ce qu'on les accompagnait et comment on challengeait aussi les propositions artistiques qui étaient faites. Donc dans ce comité, on a Martin Bettenot, qui est depuis récemment le directeur du CNAP. On a Annabelle Ténez, qui est désormais directrice présidente du Louvre-Lens. On a Jean-François Chounier, qui est l'ancien président et fondateur du MUSEM. Également Constance Rubini, qui dirige le musée des Arts Déco à Bordeaux. Bernard Blisten, au ministère de la Culture, qui a dirigé Monde Nouveau. Odile Burlureau, qui est la conservatrice du Musée d'Art moderne de Paris, Fabrice Bousteau de Beaux-Arts Magazine, Charlotte Lebar qui dirige la Aide à Genève et Laurent Lebon qui est le président du Centre Pompidou. Et évidemment, tous ces projets, on ne saurait pas les faire seuls. Moi, je travaille, comme tu le disais, Julie, à la Société des grands projets, qui est le maître d'ouvrage du Grand Paris Express. Donc, nous sommes l'entité, on est un établissement public qui a été fondé par l'État et nous sommes une société de projets où nous sommes dédiés à la conception et à la réalisation du Grand Paris Express. Et en tant que maître d'ouvrage et commanditaire des œuvres d'art, nous devions évidemment bien nous entourer pour faire ces commandes. Donc, d'une part, on s'est entouré de l'agence Eval Baran, qui est spécialisée dans la production et la conception de projets dans l'espace public, de projets artistiques dans l'espace public, et du 104 Paris, qui est une branche d'ingénierie. Les deux entités nous accompagnent depuis 2015 avec José Manuel Gonçalves, et ils nous assistent et pilotent l'intégralité de la conception, du développement et du suivi de production des projets. Et les projets sont désormais, depuis l'an dernier, confiés à l'entreprise Métallobile, qui est un bureau d'ingénierie et un fabricant aussi d'œuvres d'art qui nous accompagne désormais sur la production des œuvres. Les toutes premières œuvres qui ont été produites l'ont été par l'agence Eva Albaram. Pour vous parler un peu de la méthodologie qu'on a mise en place et de cette fameuse temporalité assez longue de 5 à 8 ans qui nous permet d'intégrer les artistes très en amont. On l'a découpé en plusieurs phases que je viens vous résumer ici parce que je vous épargne tous les détails, mais les grandes étapes sont les suivantes. On a d'abord un échange avec l'architecte et c'est cet échange préalable qui permet au directeur artistique ou au commissaire invité de définir les artistes avec qui l'architecte pourrait travailler. Ça permet, voilà, ce premier échange préalable, il est extrêmement important parce qu'il permet de comprendre le territoire, le site, l'architecture, les espaces capables pour accueillir une œuvre. Ça permet ensuite d'inviter un artiste. Donc, on a fait le choix assez assumé de ne pas ouvrir à des appels à candidature ou des appels d'offres publics, car on voulait justement créer ce dialogue avec l'architecte et d'inviter des artistes, car on le sait, quand on ouvre à des appels à projets, il y a une certaine typologie d'artistes qui y répondent, et certains artistes qu'on voulait avoir sur le Grand Paris Express n'auraient pas forcément répondu à ce type d'appel à candidature ou manifestation d'intérêt. Donc, on souhaitait garder ce mode d'invitation. Ensuite, on organise la rencontre entre l'artiste et l'architecte et on voit si le tandem et si le dialogue prend. Ça nous est jamais arrivé de devoir faire marche arrière car on a eu plutôt des belles alchimies qui se sont créées. Il y a eu des projets parfois qui ont été abandonnés, mais en tout cas au stade de la rencontre, à chaque fois on a eu un dialogue extrêmement fructueux qui s'est noué entre l'architecte et l'artiste. Une fois que les deux parties sont d'accord pour collaborer ensemble, on leur passe une esquisse. Et là, on rentre ensuite dans une longue phase d'études. On associe à l'artiste un bureau d'études techniques qui va faire toute la faisabilité, toutes les études
pour vérifier que le projet est faisable sur le plan technique et le plan financier. Vous l'imaginez bien, pour faire des œuvres dans des gares, on fait face à des contraintes techniques extrêmement élevées sur des sujets de sûreté publique, de sécurité incendie. Il faut évidemment que les œuvres puissent répondre à des enjeux de maintenance, de durabilité et soient vraiment solides à toute épreuve, puisqu'évidemment un métro, par essence, est un lieu de passage où tout élément est sursollicité au quotidien. Donc c'est vrai que on essaye de protéger le plus possible les artistes de toutes ces contraintes, mais ils doivent évidemment rentrer dans les clous et c'est une chose très peu simple de pouvoir répondre à l'ensemble de ces contraintes. Et c'est vrai que les contraintes dans l'espace public sont fortes, mais des contraintes dans un espace souterrain de métro le sont d'autant plus. On a ensuite un échange avec le territoire et le maire qui permet de valider le projet et ensuite évidemment beaucoup d'allers-retours pour l'ajuster et ensuite on passe dans des études d'exécution avec là où les entreprises qui produisent le projet. À chaque fois, sur chaque œuvre, c'est du sur-mesure. On va chercher des entreprises spécifiques qui viennent répondre à telle spécificité de matériaux et de mise en œuvre. On a parfois de l'artisanat, parfois de l'industriel, parfois l'artiste réalise une des étapes de production, donc on adapte à chaque fois en fonction des projets. Et une fois qu'on est rentré dans cette période d'études d'exécution, de prototypage, d'échantillonnage, là, on lance la fabrication finale de l'œuvre et ensuite on vient l'installer en gare. Donc c'est tout cette méthodologie-là, elle est longue, mais elle est vraiment bénéfique au projet, parce qu'elle permet d'avoir un projet qui soit à la fin concerté, validé par tous, et qui arrive avec une vraie faisabilité. Et le challenge, évidemment, vous l'imaginez, c'est de rester le plus proche possible de l'esquisse initiale et de conserver l'intention et la qualité artistique du projet. Pour vous partager également le coût de cette commande, c'est une commande assez importante. Aujourd'hui, c'est une commande qui est de 49 millions d'euros au global, tout compris du début des sélections des artistes jusqu'à la livraison des projets. Et c'est un financement mixte, public-privé, où on a monté un fonds de dotation privé pour aujourd'hui récolter du mécénat pour participer à hauteur de 20 millions d'euros pour venir participer à ce financement public qui est fait par la Société des grands projets, ce qui nous donne le coût moyen d'une œuvre qui est d'environ 700 000 euros. Je voulais aussi vous partager la question des contrats et également de comment est-ce qu'on gère la question du temps et de la durée. Également des enjeux de maintenance, vous pouvez l'imaginer, c'est des enjeux qui nous animent au quotidien et on sait la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces sujets. Donc tout d'abord, sur les contrats avec les artistes, on a souhaité différencier deux phases de contractualisation. D'abord, on signe un contrat de conception pour l'esquisse et les premières études. Et ensuite, quand le projet est validé par tous et rentre en production, on signe un contrat de suivi de réalisation et de cession de droits. Et c'est à ce moment-là que la Société des grands projets acquiert la propriété et les droits sur l'œuvre. Et donc, on acquiert les droits de pouvoir montrer l'œuvre au public. C'est important pour nous d'avoir fait deux contrats, tout simplement parce que si jamais, au bout de la conception, on voit que le projet n'est pas faisable, ça permettait de ne pas passer commande pour la suite et d'interrompre la collaboration s'il y avait besoin. Donc c'était une sécurité aussi pour nous de phaser en deux temps les contrats. On s'est également beaucoup interrogé sur la question de la durée, parce que beaucoup d'acteurs qu'on a rencontrés, que ce soit la RATP, la SNCF, des opérateurs de tramway qui ont fait des commandes publiques en France. On a rencontré aussi, par exemple, le métro de Toulouse, la ville de Paris qui a une collection d'œuvres d'art public très conséquente. On s'est également entretenu avec les métros de Londres, de Bruxelles, de Montréal, à New York aux États-Unis. On a fait un grand benchmark aussi pour recueillir ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas reproduire, parce qu'évidemment, ils avaient rencontré eux-mêmes des difficultés en cours de projet. Et ils nous ont tous dit, méfiez-vous de l'éternité et méfiez-vous du fait que les œuvres pourraient ne pas avoir de durée dans le temps. Et donc, on a beaucoup réfléchi à cette question parce qu'on voulait à la fois laisser la possibilité aux œuvres
de pouvoir durer longtemps. Par exemple, les entrées de métro Guimard, j'en parlais au début, elles ont plus de 100 ans et on est tous très heureux qu'elles n'aient pas été retirées. Et on veut que les œuvres, si certaines arrivent à traverser le siècle, qu'elles puissent rester. Il y en a d'autres, avec l'usure du temps, l'usure du regard. On ne sait pas à l'avance quel projet ne fonctionnera peut-être plus dans 15, 20, 30, 50 ans, mais on veut qu'il y ait la possibilité de pouvoir déposer les œuvres si la station évolue, si l'œuvre se dégrade, si ça coûte beaucoup trop cher de la conserver aussi. On ne sait pas quel sera le contexte budgétaire dans plusieurs décennies. Donc on a codéfini avec les artistes une durée minimale d'exposition qu'on fait varier en fonction de si l'œuvre est une œuvre d'art numérique ou motorisée. Dans ce cas-là, on inscrit 7 ans. Et pour toutes les autres œuvres qui sont inertes, hein, on met une durée de 10 ans. Et j'insiste bien sur le mot minimal, puisque au bout de 10 ans, on ne retirera pas les œuvres. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, on se posera la question, est-ce qu'il y a besoin d'une campagne de restauration? Est-ce qu'il y a besoin de déposer l'œuvre? Et au-delà de ces 10 ans, il y aura cette possibilité, en concertation avec l'artiste, de déposer l'œuvre s'il y a besoin. Et cette durée minimale d'exposition, aujourd'hui, elle rassure pas mal d'artistes qui nous disent qu'ils sont contents qu'il y ait cette espèce de clause de rendez-vous qui permet de faire le point 10 ans après l'inauguration des gares et des œuvres. D'autant plus que nous, on s'inscrit dans un schéma d'exploitation très particulier, qui était voilà, qui est un sujet qui nous a beaucoup questionné au démarrage. C'est qu'en fait, la Société des grands projets est une maîtrise d'ouvrage, et à ce titre, on est commanditaire des œuvres, on est aussi propriétaire des gares et des œuvres, mais on n'est pas exploitant. Donc en ça, on est très différent de la RATP ou de la SNCF, qui sont les opérateurs assez classiques qu'on connaît en France, ou Keolis. Euh, En fait, on ne fait pas rouler les métros, on ne fait pas l'exploitation et la maintenance, on ne vend pas les tickets. Enfin, en gros, nous ne sommes pas les opérateurs de transport. Et c'est Île-de-France Mobilité qui est raccordée à la région Île-de-France, qui est l'autorité publique, qui est l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, qui est responsable de financer la maintenance et qui est aussi responsable de désigner les opérateurs de transport. Et donc, on travaille avec Île-de-France Mobilité pour voir comment est-ce qu'on va organiser ce jeu d'acteurs autour des œuvres d'art. Et ce qui s'est dessiné, c'est qu'en fait, Île-de-France Mobilité va désigner ces opérateurs de transport qui auront une obligation de faire tout le nettoyage courant et quotidien des œuvres d'art. Et donc, les œuvres seront entretenues quotidiennement au même titre que les autres éléments qui sont dans les gares. Nous, on garde pour un temps, pour la première décennie, pour ces fameux 10 ans minimal d'exposition, l'entretien non courant, c'est-à-dire quand il y a de l'entretien très spécifique, des opérations de maintenance aussi spécifiques et des campagnes de restauration lorsqu'il y en aura besoin. Donc ça, on va le conserver dans un premier temps, et ça fait le lien évidemment au calendrier de mise en service dont je vous ai parlé. Là, nous avons déjà des premières gares qui ont été inaugurées, et nous serons évidemment actifs jusqu'en 2030. Donc c'est pour cela aussi qu'on va accompagner les projets, parce qu'on sera dans cette phase de transition entre le moment où certaines lignes vont ouvrir et quand l'intégralité du Grand Paris Express sera ouvert et accessible au public. Et donc on réfléchit à l'après sur comment est-ce qu'on peut travailler avec des opérateurs et des institutions publiques comme le CNAP, le Centre national des arts plastiques, le FRAC, qui est le Fonds régional d'art contemporain en Île-de-France, avec la DRAC, qui est aussi la direction au niveau régional. On réfléchit avec le ministère de la Culture. Donc on est voilà, en pleine réflexion sur comment est-ce qu'on va organiser l'après, puisque la Société des grands projets n'a pas vocation à perdurer après la mise en service du Grand Paris Express. Donc je vous le disais, on a déjà des premières gares qui existent. Donc si vous voyagez à Paris bientôt, je vous invite à prendre la ligne 14 pour venir découvrir les nouvelles stations. Donc voilà, je vous ai mis quelques photos des projets qui existent d'ores et déjà. Donc on a l'artiste californien Ned Kahn qui est venu faire une œuvre d'art qui vient au-dessus de la station. Et Maison Blanche est la seule gare sur le Grand Paris Express qui est
dans Paris intramuros. On passe ensuite à Hôpital Bicêtre avec une œuvre en façade d'Eva Jospin. Eva Jospin qui travaille habituellement sur du carton et là qui est venue mouler une sculpture en carton qui a ensuite été réalisée en béton projeté. Et quand on s'approche de ce pan de façade en béton, c'est vraiment incroyable de voir tous les détails des aspérités du carton. On a vraiment l'impression que c'est du carton qui a été solidifié. Le trompe-l'œil est assez intriguant, en tout cas pour les voyageurs qui passent devant cette œuvre. À l'Aile et Rose, c'est un jeune duo d'artistes qui s'appelle Nonotak, franco-japonais, qui a fait une œuvre d'art numérique. À Cheville-la-Rue, c'est un couple d'artistes suisses, Gerda Steiner et Jörg Lenzingler, qui ont fait une œuvre là qui a investi une passerelle suspendue au-dessus du métro et c'est une intervention au sol. On a ensuite à Thiorly l'œuvre du jeune artiste Lies Amadouche qui travaille sur des thématiques artistiques et scientifiques. À l'aéroport d'Orly, on a un street artiste portugais qui s'appelle Vils et qui a réalisé une œuvre en azoulège, qui sont les carreaux traditionnels en céramique portugais. Et là aussi, pour lui, c'était une première et il a développé cette nouvelle technique spécialement pour ce projet. Et la gare de Villejuif Gustave Roussy a récemment ouvert. On est d'ailleurs très fiers parce qu'elle a gagné le prix, cette gare de Dominique Perrault, le prix de la plus belle gare du monde, attribué par le prix Versailles l'an dernier. Et donc on a une œuvre de Ivan Navarro qui sera visible dès l'an prochain, puisque une partie de la station, en correspondance avec la future ligne 15, ouvrira l'an prochain. Et voilà, je vous partage aussi notre quotidien. C'est des dizaines de chantiers en cours où je vous disais, hein, il y a des étapes cruciales de dessin, d'études, de prototypage, de maquettes, d'échantillonnage. On teste beaucoup les choses, notamment pour ces enjeux de maintenance dont je vous parlais préalablement, avant d'installer les œuvres. Donc voilà quelques photos de projets qui sont en cours. Les prochaines gares et prochaines œuvres à être visibles seront sur la ligne 18 qui traverse le plateau de Saclay jusqu'au château de Versailles en correspondance avec l'aéroport d'Orly. Et les premières gares de la ligne 18 ouvriront au mois d'octobre. Je voulais aussi vous partager un autre pan de notre programme qui vient en articulation avec ce programme des œuvres d'art, qui est celui des illustrations sur les quais de gare. C'est une idée initiale de Rudy Bord, qui est le designer graphique qui a fait l'intégralité de l'information voyageur du nouveau métro. Il a travaillé en collaboration avec Patrick Join, qui est le designer qui a fait tout le mobilier enfin, les accessoires type borne à incendie, poubelles, etc., qui sont dans les gares. Et donc, Rudy Bord et Patrick Join ont mis en place tout un système de design graphique et fonctionnel qui marche extrêmement bien. On le voit sur les premières gares qui ont ouvert. Et Rudy Bord avait cette idée vraiment géniale de dire, plutôt que de mettre des grands panneaux de pub sur les façades de quai, on va plutôt laisser une porte ouverte comme une fenêtre sur le territoire qui est desservi et on va le confier à des illustrateurs qui vont venir qui auront carte blanche pour venir donner une interprétation, une vision sensible du territoire qui est desservi. Et donc, on a accompagné Rudy Bord dans cette commande pour trouver le bon moyen de sélectionner les illustrateurs, de les accompagner pour faire des résidences sur les territoires et pour qu'ils puissent venir créer ces grands panneaux. Il faut imaginer que sur les gares, il y a ces panneaux qui viennent s'installer de part et d'autre, évidemment parce qu'on a les deux sens de circulation, et il y a entre 6 à 9 panneaux sur chaque quai. Donc c'est assez énorme parce que ça fait comme un livre ouvert d'illustration qui sera visible et qui vient aussi souligner le nom de la station qui est desservie. Donc pour vous montrer quelques exemples, là aussi on a eu à cœur d'avoir une très grande diversité d'illustrateurs. D'abord parce que c'est un des fleurons quand même, un des fleurons français qui est très peu mis en avant dans les commandes publiques qui sont faites aux artistes. Et on trouvait ça vraiment intéressant que le nouveau métro puisse être aussi l'occasion de montrer à un instant T quels sont ces illustrateurs aujourd'hui en France. On a également des illustrateurs non français, hein,
qui ont été invités sur le programme. Là aussi, on est parti sur les mêmes dynamiques que pour la commande précédente, avec toujours cette idée de grande diversité. Et donc, on a des illustrateurs qui viennent plutôt du champ de la bande dessinée, d'autres du graphisme, d'autres de l'illustration, certains de l'animation, voire même des jeux vidéo. Et ce qui permet voilà, d'avoir des vocabulaires graphiques extrêmement variés. Et là aussi, sur la ligne 14, il y a des premières réalisations d'illustrateurs qui sont à découvrir, notamment à l'aéroport d'Orly et à Saint-Denis-Pleyel. Et on est en ce moment en plein appel à candidature internationale pour désigner et identifier les illustrateurs. Précédemment, on avait recruté les 30 premiers illustrateurs. Là, on recrute la deuxième vague pour les gares qui vont ouvrir de 2027 à 2030. Et l'appel à projet, si vous connaissez des illustrateurs qui seraient intéressés, ouvert jusqu'au 6 mars, c'est quand même quelque chose d'assez unique de pouvoir, dans la vie d'un illustrateur, pouvoir faire une commande qui va rester longtemps comme ça sur les quais du nouveau métro. Et pour finir, pour ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus et découvrir plus en détail les nouveaux projets, on a un site internet dédié qui s'appelle l'Art du Grand Paris, donc artdugrandparis.fr. Et sur ce site en ligne, on a également le catalogue des œuvres d'art qui présente l'intégralité des 70 projets, qui est à consulter en ligne, que je vous invite à aller voir. Et donc, pour vous donner ce chiffre un peu pour conclure, entre les illustrations qui seront sur les quais et les œuvres qui seront dans les gares, on a en tout une collection qui sera en 2030 composée de plus de 130 œuvres. Voilà, 130 œuvres qui sont en train de se créer aujourd'hui et c'est une grande chance de les voir se faire au fil de l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci pour ce superbe exposé qui a répondu finalement au fur et à mesure des questions que je me posais. Je me disais, ah, j'ai telle question, et puis tu y répondais. Donc, ça a été très, très clair. Je vais faire un tout petit résumé et en même temps te poser des questions. Parce qu'il y a encore voilà, des zones qui ne sont pas floues, mais en tout cas sur lesquelles je voudrais peut-être que tu reviennes avant de donner la parole. J'ai vu qu'une main se levait, je vais y revenir, mais je me permets de poser d'abord mes questions. Donc, tu as bien dit que la Société des grands projets est le maître d'ouvrage, donc en effet le commanditaire et à ce titre le propriétaire de ces œuvres d'art et donc de cette collection. Tu as dit aussi qu'il n'avait pas vocation à durer. Donc ça veut dire qu'après 2030, cette Société des grands projets disparaît? Alors, pas tout à fait. En gros, la Société des grands projets travaille aussi sur des projets, alors ce que nous on appelle les SERM, c'est des projets de transport en commun aussi ailleurs en France, en dehors de l'Île-de-France. Donc, on accompagne aussi d'autres projets en province. Donc, la SGP ne va pas disparaître tout de suite. Et également aussi le remboursement du métro. Alors, je donne toujours ce parallèle-là, mais c'est intéressant de le savoir. Le métropolitain qui a été construit à Paris en 1900 a fini d'être remboursé en 1970. Donc ça vous donne l'échelle du temps très long de l'investissement dans des infrastructures publiques. Et donc la SGP va être un peu sur ce même mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on emprunte auprès de la Banque européenne à des taux préférentiels pour construire le nouveau métro. Et donc évidemment, la SGP va continuer de perdurer à minima aussi pour pouvoir rembourser toute la construction du nouveau métro. Donc, c'est pas une entité qui va disparaître du jour au lendemain, mais Oui. aujourd'hui, on est surtout une société de projet. En fait, c'est Oui, mais plutôt alors, les du coup, équipes qui vont se mhm. réduire au fur et à mesure que le projet est livré. Oui, mais alors, Laure, du coup, tu nous parlais effectivement, et je te remercie vraiment, parce qu'on en avait un peu discuté la semaine dernière, d'avoir parlé donc des contrats, de la maintenance, de la durée. Donc, tu parles d'une durée à minima 7 à 10 ans, donc des œuvres qui peuvent aussi rester beaucoup plus longtemps. Si cette société ne dure pas elle-même dans le temps, comment est-ce que ça va se passer, puisqu'elle est propriétaire en même temps de cette collection? Et disons que... Attendez, parce que toutes les questions que je vois apparaître, euh, je-
On va y arriver. Il y a beaucoup de questions, mais je vais me permettre tout de même de poser celle que j'ai en tête. Donc, comment est-ce que vous allez faire par la suite pour assurer cette maintenance? Alors, c'est ce que je vous disais, on est vraiment dans une réflexion qui est en cours, donc je ne peux pas vous annoncer ce qui adviendra après, surtout qu'on est sur des échéances quand même assez longues, hein. Mais aujourd'hui, on l'anticipe notamment dans les contrats, parce que déjà, on en parle beaucoup avec les artistes qui connaissent nos statuts et cette architecture un peu particulière. Donc, on les sensibilise à cette question et on inscrit aussi dans leur contrat la possibilité pour nous de céder à un tiers, C'est en leur ça. disant que ce Je me sera très doutais. probablement un autre tiers public. Et donc, on prévoit dans la cession de droit, dès aujourd'hui, la cession à un tiers. Donc, C'est ça. demain, si cette collection devient une collection d'État ou une collection régionale ou une collection qui Mm. rentre dans un musée public ou si on crée une fondation privée ad hoc pour gérer les droits, on pourra faire une transition qui sera indolore pour les projets et les artistes puisqu'on aura déjà la possibilité de pouvoir céder les droits sur Voilà. les Mais œuvres. je me doutais qu'il y avait cette Donc clause-là. ça, on l'a Mais simplement, prévu. oui. Oui, et ça permet aussi à ce qu'on puisse collaborer avec Île-de-France Mobilité. Par exemple, si Île-de-France Mobilité veut prendre en photo rien que les espaces du métro et que les œuvres apparaissent sur les photos, il faut aussi qu'on puisse céder une partie des droits à Île-de-France Mobilité ou aux exploitants pour qu'ils puissent, à minima, par exemple, prendre des photos ou communiquer sur les œuvres. Et ça, on ne l'empêche évidemment pas. Alors, je voulais aussi, parce que bon, ce webinaire, évidemment, se fait dans le cadre d'un projet de recherche particulier, mais beaucoup de mes étudiants suivent un cours que je donne sur l'art public, et donc je voudrais aussi que parce que je sais qu'à partir du moment où où vous n'avez pas lancé un concours ouvert, vous ne vous êtes pas calqué Mm. sur la question des marchés publics et donc sur les principes de base de la commande artistique, de la commande publique artistique, hein, qui veut qu'il y ait un concours fermé ou ouvert, qu'il y ait une transparence totale. Donc ça, ce sont vraiment les règles. Comment est-ce que vous avez pu y échapper à ces règles? Parce que, alors que vous êtes une société qui a quand même un statut plutôt de droit privé, mais avec un Alors, intérêt notre général statut, derrière. Notre statut, on est un EPIC, donc on est un établissement public et on a été créé par l'État. Mais en fait, comme on est un maître d'ouvrage ferroviaire, nous sommes exemptés du 1%. Ce qui est alors, ça a été à la fois une force et en même temps pas, parce que, en fait, le nouveau métro, le Grand Paris Express, est un projet absolument pharaonique et c'est un projet à 36 milliards d'euros. Donc, si on avait été 1%, enfin, imposé au 1%, on aurait eu un budget, mais beaucoup plus important que celui que je vous ai partagé. Donc là, on est plutôt aujourd'hui sur l'ordre du 1 pour 1000, si vous voulez une échelle. Donc, on Tout à n'était fait. pas soumis au 1%. Donc, ça nous mettait évidemment un autre cadre budgétaire. Mais par contre, ça nous a permis de pouvoir nous en inspirer, puisqu'on s'inscrit complètement dans cet héritage-là. On s'en est inspiré, mais en même temps, on n'était pas soumis à un cadre réglementaire assez strict. Et en plus, dans le Code des marchés publics, il y a quelques rares exceptions, notamment la question de l'artiste. Et quand en fait, on a la possibilité de faire des invitations à des artistes et à signer des contrats avec des artistes sans être préalablement Passer soumis par les marchés. soumis par une mise en concurrence. En fait, c'est un choix qui est ouvert au maître d'ouvrage parce qu'en fait, chaque artiste a une spécificité. L'autre exemption dans les marchés publics, par exemple, c'est la question des brevets. Donc, on peut faire appel, par exemple, à une entreprise qui serait la seule sur Terre à avoir un brevet Vous très avez joué sur spécifique. vous avez joué sur le principe de l'unicité alors. Euh, En fait, Parce que dans le droit, la seule manière, enfin bon, si on est commanditaire public, de ne pas passer par un marché public, c'est le régime, il me semble, de l'unicité, c'est-à-dire que vous pouvez prouver si un artiste, seulement si un artiste vient vous dire, bah non, moi en fait j'aurais pu réaliser une œuvre comme celle-là, que vous puissiez prouver, par exemple devant un juge, que l'artiste que vous avez choisi est l'auteur d'une œuvre
qui est, Unique. est unique Exactement. par rapport à ce que vous vouliez. Donc, vous avez joué sur ce point-là. Exactement. OK. Exactement. Donc, ça nous permet en fait de pas avoir fait un mode de concours, d'appel à projet, d'appel à candidature, d'appel à manifestation d'intérêt. On a étudié pas mal de scénarios, évidemment, avant de choisir le mode de l'invitation. Et c'est aussi un mode qu'on a fait, qu'on a défini avec notre directeur artistique, avec les commissaires, qui nous ont tous dit que la plupart des artistes qui sont aujourd'hui dans cette collection n'auraient évidemment pas répondu en fait à un appel d'offres parce qu'ils ne répondent pas et c'est des artistes, si on ne vient pas les Ouais. inviter ou les chercher, ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Ce qui est très différent avec, par exemple, les illustrations sur les quais de gare, où là, on a pris le parti opposé, hein, de faire un appel à C'est ça. candidature, mais parce que dans le milieu de l'illustration, c'est un autre mode de fonctionnement que dans le monde de l'art contemporain et des arts plastiques. Donc, on s'est aussi adapté aux auteurs et créateurs à qui on s'adressait. Qui vous adressez. D'accord, merci beaucoup. Alors, Éric Vanesh a une question. Oui, bonjour, merci. Je fais partie de la commission artistique pour le métro à Bruxelles, donc ça m'a beaucoup Ah, super. intéressé de vous entendre. Et comme Julie, vous avez répondu à pas mal de mes questions au fur et à mesure, donc bravo. Mais il me reste une question. Alors, donc il y a une enveloppe de 700 000 euros et très souvent il y a un malentendu dans l'esprit du grand public que cet argent va intégralement dans la poche de l'artiste. Donc les gens sont Ah oui, souvent très choqués des montants liés à l'art public. Alors il faut toujours déconstruire évidemment cette erreur et expliquer que le cachet de l'artiste c'est un pourcentage évidemment bien de la sûr. somme totale. Alors ma question est la suivante. Est-ce que vous aviez une règle proportionnelle en fonction du montant total de ce qui pouvait éventuellement revenir à l'artiste et sous question qui va avec, est-ce que vous avez pris comme règle de ne travailler qu'avec des artistes qui avaient un intermédiaire, c'est-à-dire une galerie? Je pense au cas de Vils, parce que j'ai suivi ça d'un peu plus près, c'est la galerie Magda Danich, et j'ai l'impression que c'est elle qui a peut-être géré cet aspect contractuel de rémunération de l'artiste. Donc, il fallait en plus prendre la commission de la galerie en compte. Voici ma question. Merci. Merci, parce que c'est deux sujets qui nous ont pas mal interrogés au démarrage. Alors, évidemment, 700 000 euros en moyenne par œuvre. Alors déjà, c'est une moyenne. Il y a des œuvres qui coûtent beaucoup moins cher que ça et d'autres qui coûtent plus cher. Et c'est évidemment pas une enveloppe qui va directement à l'artiste. Comme je disais, c'est une enveloppe moyenne qui couvre absolument toutes les étapes du projet du début à la fin. Donc, il y a les honoraires des bureaux d'études, des architectes, des agences de production et de coordination qui nous accompagnent. Il y a également le coût des prototypes, des tests, enfin, et ensuite la production de l'œuvre finale et sa pose en gare. Donc, évidemment, c'est des coûts qui sont souvent très importants. Donc, les honoraires de l'artiste ne sont qu'une part de cette enveloppe. On a eu à cœur, évidemment, qu'il y ait une équité de rémunération des artistes-auteurs sur cette commande, mais il fallait quand même qu'on les module en fonction de si le projet était extrêmement simple ou extrêmement complexe, avec évidemment toute une gradation de complexité. Il y avait des très jeunes artistes, des artistes d'autres qui étaient connus sur la scène internationale. Donc, en fait, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en place un montant plancher et un montant plafond qui sont quand même relativement proches. Et donc, par une grille de notation, ça permettait d'avoir des petites variations entre artistes pour moduler. Et évidemment, la part la plus importante dans la modulation est la complexité du projet artistique. Et si l'artiste doit lui-même réaliser, produire une étape de l'œuvre, ou s'il doit seulement en suivre la réalisation, ce qui n'est évidemment pas la même implication personnelle. Donc ça nous a permis, nous, d'encadrer et de définir une grille d'honoraires avec les artistes. Tous les artistes qui ont accepté de venir sur le projet, dès qu'on les invitait, on les informait du montant de rémunération. Donc ils savaient d'emblée combien est-ce qu'ils allaient percevoir pour cette commande, qui sont des montants quand on voit quand on voit que les artistes ont été mobilisés de 5 à 8 ans, qui sont franchement très cohérent avec l'investissement que ça leur a demandé. Et votre deuxième question qui était celle des galeries. Les galeries ne sont absolument pas partie prenante aujourd'hui de cette commande. On a toujours demandé aux artistes de signer en leur nom propre les contrats. Donc les galeristes ne sont pas ni intermédiaires ni co-signataires. Donc aujourd'hui, voilà, les artistes
tiennent évidemment au courant leurs galeristes. Ils les invitent très généralement quand il y a des visites de chantier. Donc ça peut nous arriver de les croiser ou de les rencontrer, mais ils n'ont pas de rôle fonctionnel en fait, ils ne jouent pas le rôle d'intermédiaire avec les artistes. Et ce qui a été décisif aussi dans ce relationnel-là, c'est que en fait, certains artistes ont des studios, des ateliers, des agences, et ils ont des équipes autour d'eux. Donc en fait, il y a certains artistes qui sont déjà armés pour répondre à ce type de commande. Il y a d'autres artistes, parfois c'était leur première commande d'envergure ou leur première commande pérenne, ou soit il y a parfois des grands artistes, mais étonnamment, ils travaillent toujours seuls, ils sont pas forcément accompagnés. Là, on savait que si on ne leur mettait pas une équipe pour les accompagner, c'était impossible pour que l'artiste gère seul l'ensemble des sujets qu'il allait devoir traiter. Donc en fait, en ayant recours à l'agence Eva Albaran, aux 104 ingénieries qui nous accompagnent depuis 2015, ça permettait à chaque fois d'avoir des personnes qui accompagnent sur le plan artistique et sur le plan technique les artistes. Et ça leur permettait en fait, le temps du projet, d'avoir une cellule autour d'eux pour les accompagner, pour développer le projet. Et donc, la galerie n'avait pas ce rôle à jouer, les artistes n'avaient pas forcément besoin d'appeler leur galeriste pour jouer ce rôle, puisqu'on mettait en place les moyens nécessaires pour accompagner les artistes. Merci beaucoup. Merci, Merci. Laure. Je vois qu'il y a une ou deux questions dans le chat. Avant ça, je voulais te demander quand même, Oui. tu nous as dit que dans la chaîne, hein, donc merci Mhm. pour ce graphique qui était très très clair, il y avait les échanges avec le maire. Mhm. Ils consistent en quoi ces échanges en fait? À convaincre de... C'est plutôt de point de vue architectural, de la construction de la gare ou sur les projets artistiques et architecturaux? Qu'entends-tu par échange avec le maire? Alors, moi, je vous parlais surtout des échanges, enfin, on a des échanges spécifiques avec chacun des maires sur les projets artistiques. Après, ils sont évidemment partie prenante de la construction de chacune des gares. Rien que le site d'implantation des gares a été Bah oui, bien sûr. défini avec les territoires et les communes et donc les maires. Mais à chaque fois, on monte un rendez-vous dédié avec le maire pour lui présenter l'artiste qui est pressenti pour la gare. Et ensuite, on organise un deuxième échange autour de l'esquisse. Ça permet en fait d'embarquer tout simplement le territoire avec le projet. Dans la très très grande majorité des cas, 95% des rendez-vous se passent merveilleusement bien parce que les maires sont hyper contents en fait d'avoir un métro de qualité. Déjà, ils sont super contents que le métro arrive parce que ça va quand même être une révolution pour leur commune. Ça engendre quand même des transformations urbaines assez importantes et un dynamisme qui est quand même incroyable quand un métro arrive dans une commune. Et donc, en plus d'avoir un beau métro où il y a une signature architecturale, une signature artistique, où on leur propose des illustrateurs qui vont venir faire une résidence sur leur territoire, en plus pour faire voilà une vision sensible de leur ville. En fait, les maires reçoivent l'annonce avec beaucoup d'enthousiasme et ils sont ravis en fait qu'il y ait un métro de qualité, justement parce qu'il y a aussi tout ce passif où il y a eu longtemps en banlieue des infrastructures dégradées, des RER qui ont parfois pas au niveau aussi de ce qu'on pouvait atteindre. Et souvent, il y a eu un peu deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'à Paris, on investissait dans le beau et dans le symbolique pour construire, par exemple, la pyramide du Louvre, mais derrière, on mettait tout ce qui était fonctionnel, pas toujours reluisant, et on construisait au plus bas coût ce qu'on mettait en banlieue, en périphérie, et enfin, ce qui a aussi donné cette vision parfois un peu déceptive où on opposait la très belle ville-centre parisienne et les banlieues atroces dans lesquelles il n'y avait rien à voir. Ce qui est évidemment pas vrai, mais il y a eu quand même beaucoup d'infrastructures de piètre qualité qui ont été construites dans les périphéries. Et aujourd'hui, d'avoir une infrastructure de métro qui soit plus qu'un métro, en fait. Et nous, on leur dit, en fait, ça devient presque comme un musée. C'est-à-dire que demain, il y a peut-être des gens qui vont passer dans votre commune et qui vont juste venir voir la gare, l'œuvre, et qui vont venir comme des touristes pour venir visiter parce que là, on est en train de créer un vrai parcours d'œuvres. En plus, on a quelques minutes qui séparent chacune des stations. Oui. C'est un métro automatique, il y en aura un toutes les 2 minutes. Donc, en fait, ça pourra se visiter comme un musée. Et pour eux, évidemment,
enfin, c'est toujours, on a une adhésion assez Oui, oui, forte et bien ils sont sûr, mais je me doute, ravis. mais il y a pas du tout, de toute façon, il n'y a pas, mais c'est une réponse courte, hein, parce que je vois que le temps file et qu'il y a encore deux questions. Il n'y a pas un échange qui pourrait être d'ordre artistique. Vous avez la main et vous êtes là pour éventuellement convaincre encore davantage de l'intérêt d'avoir sollicité tel artiste qui est sans doute absolument inconnu du maire ou de son équipe, et de montrer qu'on est face à des œuvres qui ne vont pas heurter la morale moyenne. Enfin, tu sais quand même que j'ai travaillé beaucoup sur des Oui, controverses, donc voilà, j'imagine que c'est un échange qui va dans le sens de ce que tu dis et que j'entends bien, hein. C'est une révolution par-delà, évidemment, la mm. question de l'art et de l'architecture et des signatures. Mais donc, cet échange ne porte pas sur des questions proprement artistiques. Alors, très peu, ça nous est arrivé, mais vraiment de manière très ponctuelle, d'ajuster parfois un projet quand il y avait des demandes qui étaient justifiées ou pertinentes sur un projet. Et c'est pour ça que le dialogue avec les maires, il est essentiel. Mais c'est très rare, surtout parce que quand on présente aux maires la qualité de nos commissaires, de notre direction artistique et aussi voilà aussi la qualité de l'artiste qui vient sur la gare. En fait, c'est compliqué pour un maire de Bah venir. oui, En bien fait, sûr. en fait, plus une direction. En fait, je pense que plus une direction artistique n'est pas de qualité, ou elle devient contestable. Donc nous, on était quand même entouré par des très très belles personnalités. Donc c'était compliqué de venir dire j'aime pas ou c'est moche ou est-ce qu'il faut changer la couleur. Enfin voilà. Donc je veux Oh, dire, pourtant, ça les arrive maires. souvent, tu sais. Non, mais je sais, c'est la réalité. Et ça peut arriver avec certains maires, mais en fait, ils étaient tous déjà assez en fait, reconnaissants de la qualité des personnes qu'on avait mises sur le projet, que ce soit du côté des artistes ou du côté des commissaires. Donc, en fait, ils nous faisaient aussi confiance sur la qualité artistique des projets. Et aussi, les maires, on les tient au courant au fil de l'eau du développement des projets. On les invite souvent quand il y a par exemple des prototypes. Mhm. Donc ça permet aussi d'embarquer et de convaincre le maire lorsque peut-être il Oui. n'y avait pas l'adhésion au premier amour C'est ça. Mais sur ce l'esquisse. que je veux dire aussi pour le public, hein, qui nous écoute, les étudiants et les autres, et qui le savent sans doute en partie, c'est que il suffit pas d'avoir un beau panel et d'avoir de grands spécialistes, surtout auprès d'élus, et peut-être même aussi de représentants de la société civile qui peuvent y voir aussi dans les controverses que j'ai pu analyser, au contraire, peut-être une intelligentsia qui est très éloignée des Mm. préoccupations et des goûts des citoyens, je dirais moyens. Donc c'est bien, c'est super que ça se passe bien et probablement parce qu'il y a tout un contexte et que Mm. votre équipe, en effet, aujourd'hui, on y est beaucoup plus vigilant, lorsqu'ils sélectionnent un artiste et lorsqu'ils discutent du projet, très alertes sur les questions de la réception, évidemment. Oui. Donc voilà, ça je crois que c'est important de le dire aussi, de ne pas considérer que vous êtes face à des élus qui sont absolument tous en confiance par rapport à une équipe dont ils ne connaissent en fait pas les noms, si ce n'est les Mm. fonctions. Évidemment, il y a des fonctions qui apparaissent, président du Centre Georges Pompidou, ancien président du Centre Georges Pompidou, directrice Mm. d'un musée. Donc évidemment, ça a de quoi les rassurer sur les connaissances des uns et des autres. Mais bon, ces questions-là sont évidemment intéressantes. Allez, bon, Mm. j'arrête d'en poser pour justement arriver à la question d'une élève libre qui suit bon cours, qui va surveiller ses œuvres. La surveillance. Ah, alors il n'y a pas de gardien de musée, hein, Non. enfin, ces œuvres, elles sont faites pour vivre dans le métro, donc il n'y aura évidemment pas un gardien attribué 4/24 devant chacune de ces œuvres. Après, le métro, c'est un espace public particulier. Parce que c'est vrai qu'on dit que le métro, c'est un espace public, mais dans les faits, il y a souvent des horaires, c'est fermé la nuit, c'est vidéosurveillé, c'est exploité. Tout à D'ailleurs, fait. c'est payant, hein. Pour rentrer dans le métro, il faut payer avec un ticket de métro ou un abonnement. Donc, c'est une forme d'espace public très particulière. Donc, de fait,
comme ce sera fermé la nuit, on sera sur des horaires d'exploitation. Alors, c'est Île-de-France Mobilité hein, qui décide des horaires d'exploitation, c'est pas nous. Mais a priori, en tout cas, c'est comme ça sur la ligne 14, on reste sur des horaires classiques hein, du métro parisien. Donc, c'est fermé la nuit. Et évidemment, bah, toutes les stations, il y a du personnel de l'exploitant qui est là. Donc, il y a peu de chances qu'il y ait des dégradations. Moi, ce qui m'avait beaucoup rassuré, c'est quand on avait rencontré nos homologues à la RATP et à la SNCF, qui nous avaient dit, oui, il y a beaucoup de dégradations dans le métro, mais les œuvres d'art ne sont quasiment jamais dégradées. Et la seule fois où les œuvres d'art peuvent être dégradées vraiment volontairement, c'est quand il n'y a pas de cartel. Et ça arrive par exemple sur des très vieilles œuvres, un peu des années 60, 70, voilà, qui virevoltent, on va dire, dans leurs espaces. Et ça n'arrive que quand il n'y a pas de cartel. Donc on savait que nous, il y avait un enjeu, pas que de médiation autour du cartel, mais aussi un enjeu de dire, attention, ceci est une œuvre, si Mhm. jamais il y avait un doute. Donc, respect. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un panneau, et c'est vrai que c'est assez intuitif, en fait, quand il y a un panneau avec écrit «Ceci est une œuvre» et le nom de l'artiste, etc., en fait, s'il y a des gens qui veulent faire des dégradations volontaires, ils le font sur d'autres choses, mais en fait, pas sur les œuvres. En tout cas, c'est le retour d'expérience qu'on a d'opérateurs Mhm. historiques ferroviaires. Donc nous, on était assez rassurés là-dessus. Et de toute façon, aucune gare n'est laissée seule sans, Tout à fait. voilà, sans, Tu as sans, vraiment sans raison de personnel. rappeler tu as vraiment raison de rappeler la spécificité de cet espace public-là. Oui. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ta réponse. Et puis, il y a une autre question. Y a-t-il d'autres projets de ce type en lien avec les transports? Bon, j'imagine que oui, tout Oui, le oui. temps dans le Alors, il n'y a monde. pas longtemps, j'ai échangé par exemple avec mon homologue du métro toulousain. Donc, c'est Oui, Tisséo qui pilote la réalisation de. Alors, je ne sais plus si c'est la troisième ligne ou la ligne C, je ne sais plus comment il l'appelle. Mais là aussi, sur les premières lignes, les deux premières, et il continue là sur la troisième qui est en construction, il continue de faire pour chacune de leurs stations une invitation à un artiste. Et il y a des artistes de qualité qui sont sur leur programme. Donc, par exemple, à Toulouse, il y a ce programme qui s'est fait et qui continue de se faire. Il y a évidemment mais beaucoup de commandes qui ont été faites dans les années 2000 autour des tramways dans beaucoup, beaucoup de villes de France. Par exemple, il y avait Buren qui avait travaillé autour du oui, métro de Tours. absolument. À Paris, il y avait évidemment le T3 où il y a eu toute une commande, mais alors cette fois-ci d'art public sur le tracé sur le tracé du tramway. Donc à chaque fois, en fait, les commanditaires s'adaptent aussi au type de métro. Est-ce qu'il est souterrain ou pas? Est-ce que c'est de la desserte type tramway ou est-ce que c'est de la desserte métro? Est-ce que c'est de la desserte type gare, train? Enfin, voilà. Donc en fait, chacun aussi compose avec ses spécificités. Donc oui, oui, on n'est pas du tout Et il y a des les œuvres en seuls à le faire. extérieur d'ailleurs. Ce que tu montrais d'Eva Jospin, c'est en extérieur. Donc, il y a quand même quelques Oui, œuvres qui, mais en façade. en façade, oui, oui. Oui, c'est Voilà, ça. en Donc, fait, elles on ne est sont pas toujours sur les... Oui, accroché. En fait, on est toujours dans ou sur la gare, mais on n'est jamais complètement. En fait, on n'a pas du pas dans tout l'environnement, oui. voilà, en fait, on n'a jamais fait de sculpture posée sur le parvis devant la gare. Ça, on ne l'a C'est ça. jamais fait parce qu'on aurait été en dehors de ce dialogue avec l'architecture, c'est cette fameuse collaboration tandem artiste-architecte. Donc, à chaque fois, on est resté. Et puis, en fait, on aurait été aussi loin de nos espaces. Enfin, je veux dire, on aurait été là pour le coup, on aurait été sur le terrain des mers. On aurait été Oui, chez eux. tout à fait. Tout à fait. Donc, ça aurait aussi posé des questions de domanialité, de propriété de l'œuvre, etc., d'entretien, de maintenance. Donc, on voulait aussi qu'il y ait une cohérence dans cette collection, qu'elle forme un seul tout, et donc que les œuvres soient à chaque fois dans la gare ou sur la gare. OK. Bah, un tout grand merci. Je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Laure Garel. Bon, il est 19h01. On On arrive au est pile dans le terme temps. du webinaire, on est pile dans le temps. Moi, j'aurais probablement encore deux, trois questions à te poser, mais je te les poserai plus tard. Je te remercie en tout cas infiniment d'avoir en toute transparence, avec beaucoup de détails, répondu à nos questions. Une magnifique présentation. Je remercie beaucoup Louis Guévart aussi pour son exposé. Deux exposés différents, mais qui Oui. portent sur cette
cet art dans l'espace public, dans les lieux publics, dans des lieux semi-publics aussi. Ce sont autant de questions que l'on se pose autour de ce domaine qu'est l'art public. Et donc, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir apporté beaucoup d'éléments de réponse. Je remercie Pedro Lorente qui a ouvert sa caméra et qui est un collaborateur proche à ce projet, qui a d'ailleurs déjà organisé un webinaire par le passé. Merci à Eric Vanesh, qui est un fidèle public à ce webinaire. Et merci bien sûr à mes étudiants et aux autres qui nous ont rejoints ce soir, en cette fin d'après-midi, en cette soirée, en ce début de soirée. Voilà, c'était très agréable. J'espère, voilà, excusez-moi d'avoir eu tant de questions à poser, mais C'est fait pour. c'est fait pour, c'est fait pour. Et donc, il y a toute une série de remerciements dans le chat. Ce webinaire étant enregistré, donc il va passer au montage dans quelques jours et puis sera déposé sur la chaîne YouTube que j'ai créée à l'occasion donc dans le cadre de ce projet de recherche. Voilà. À bientôt, sauf si quelqu'un veut encore s'exprimer. Non. Eh bien voilà. À très bientôt. Bonne continuation. Au revoir, Laure, merci. dans ce magnifique projet. Louis aussi dans tes recherches. Et à tout vite. Alors, à très bientôt.